formellement, on va sera le premier dans l'hypothèse d'un vote à main levée à s'exprimer. The winner is Luc Fénard. Une raison objective de choisir. Voilà. Alors, parmi les excusés ce soir, il y a eu des excusés directs, ça fait que pas être des autres, et on vient de me dire, je crois que c'est vous, M. Hawkins, donc merci de m'avoir informé de l'absence de M. Hawkins. Voilà, d'autres absences. Je n'en vois pas. Et je vous remercie. Des questions orales. Monsieur le maire. Allez-y. C'est Sylvain Thomas. Madame Gelot. Pour vous annoncer que avant le prochain conseil, on vous soumettra à l'ensemble des groupes une motion sur l'urgence climatique, mais on vous en prévient déjà, comme ça chacun peut déjà réfléchir à ce qu'il souhaiterait voir dans ce genre de texte. Et deux questions d'actualité. Il semblerait qu'il y ait une somme d'argent importante qui a été trouvée dans un véhicule de la commune. Et deuxième chose, il semblerait que des locaux commerciaux vont de nouveau être attribués, donc quelles seront les règles pour que chacun en soit bien informé. Je vous remercie. Je vois le nom de... Voilà. Allez-y, Madame Mathieu. Ensuite, Madame Moir. Voilà, j'aimerais donc poser une question concernant la nouvelle drogue qui est accessible à tous les jeunes et des mineurs même, ce qu'on appelle le protoxyde d'azote. Donc, c'est ces bonbons de gaz ou gaz hilarant. Merci, Madame Moir. Merci, Monsieur le Président. J'aurais une question sur les travaux qui sont en cours pour le moment au Carrefour Artichaut Pacification. Excusez-moi, vous verrez que je suis un peu sourd. Les travaux qui sont en cours pour le moment au Carrefour Artichaut Pacification. Merci. Je le mets tout en une fois. Non, ce ne sera pas une question ici, c'est juste une remarque liée à l'ordre du jour d'aujourd'hui. C'est que nous avons reçu énormément de documents papier et j'ai pu constater hier, quand je suis venu récupérer mes documents à l'imprimerie, que beaucoup n'avaient pas été prélevés par les équipes, puisque les documents étaient aussi accessibles par voie électronique. J'aurais souhaité savoir si la commune ne pourrait pas mener une réflexion pour faire un tirage limité de 2 ou 3 documents par groupe politique et la possibilité de commander par email plus de documents en cas de besoin pour éviter d'imprimer un très gros volume de papier, d'autant plus que tous les documents sont imprimés dans les 2 langues à chaque fois, ce qui fait beaucoup. Dans les questions d'actualité, je ne me souviens pas comme un mardi récurrent dans ce conseil, dont je propose que des éléments de réponse, en tout cas, parce que c'est une question d'actualité, je peux considérer que ceci vaut le nom de questions d'actualité. Oui. Je vous remercie. Nous sommes à présent à la lecture du PV du 11 septembre. Et c'est le secrétaire général de l'affaire, quant à Madame Gelot. Donc je précise, Madame Gelot, que le prochain conseil aura lieu le 13 novembre. Vous avez ça dans vos agendas. Monsieur le secrétaire, allez-y. Procès-verbal du conseil communal du 11 septembre 2019. Le conseil a approuvé le procès-verbal de la séance du 11 septembre. De Raad heeft beslist het reglement betreffende de organisatie van de werkprestaties van de openbare netwerk te wijzigen. Le Conseil a décidé d'appliquer le montant forfaitaire relatif aux photocopies et aux impressions proposées par het ProBel. De Raad heeft beslist het mobiliteitscontract tussen de tussensorteerde gewesten de gemeente te hernieuwen. Le Conseil a approuvé la convention contrat de sécurité et société 2018-2019 entre la commune et l'État. De Raad heeft de leningsovereenkomst met het BGHCGT goedgekeurd voor de aankoop van het gebouw gelegen de Vierstraat 8 ten einde er transitwoningen te realiseren voor daklozen. Le Conseil a approuvé le rapport justificatif
justificatief politiek de la ville 2018 phasing out. De Raad heeft de afsluitingswijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2018 gewoon en buitengewone dienst goedgekeurd. Le Conseil a approuvé la liste des bénéficiaires ainsi que la fixation des montants des subsides communaux d'exercice 2019. De Raad heeft de rekening 2018 van het OCW goedgekeurd. Le Conseil a approuvé le budget du Centre public d'aide sociale pour l'exercice 2019 ainsi que son plan triennal 2019 à 2021. De Raad heeft het retributiereglement betreffende het gereglementeerd parkeren in de openbare ruimte gewijzigd. Le Conseil a approuvé le rapport annuel des attributions 2018 du département des propriétés communales. De Raad heeft beslist de opdrachten gunnen voor diverse inrichtingen en herstellingen op de weg die niet onderworpen zijn aan een vergunning die 3 maal stilzwijgend verlengbaar is. Le Conseil a décidé de placer le marché de rénovation du couche-roulement en chaussée non soumise à permis reconductible tacitement 3 fois. De Raad heeft beslist de opdrachten gunnen voor diverse inrichtingen en herstellingen voor trottoirs en wegeniswerken die niet onderworpen zijn aan een vergunning voor het jaar 2019. Le Conseil a approuvé la convention de partenariat projet local subventionnement pluriannuel 1210 CEO Events entre la commune et Actiris. Le Conseil a désigné les représentants suivants de la commune. Monsieur Mohamed Jabour, en qualité de représentant de la commune au sein de l'Assemblée générale de la Société anonyme Holding communale en liquidation. Monsieur Yves Bassangui à l'Assemblée générale et au sein du conseil d'administration de l'Agence immobilière sociale de Saint-Just en remplacement de Monsieur Ali Bissi. Monsieur Mohamed Begach, en qualité de représentant de la commune de l'Assemblée générale de la Société coopérative de locataires à responsabilité limitée, Comensi. Monsieur Sarah Akiol au sein du conseil d'administration des HBL de Saint-Just en remplacement de Monsieur Luc Fréval. Monsieur Mohamed Jabour, en qualité de représentant à l'Assemblée générale de la copropriété van Center. De Raad heeft kennis genomen van de beslissingen van het college genomen in toepassing van artikel 234, lid 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet. Le Conseil a pris connaissance des décisions du collège prises en application de l'article 249 de la nouvelle loi communale et décide d'approuver ces dépenses. En séance à huis clos, le Conseil a conclu une transaction avec un fournisseur, autorisé le collège à assister en justice contre les locataires défaillants et traiter divers dossiers du personnel communal de toutes catégories confondues. Monsieur le Président. Lijkt meneer de secretaris, vous avez remarqué sans doute que le secrétaire communal lutte contre l'infiniment petit, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, mais ça me donne une belle voix à Barry White. On avance sur les taux 3. Vous vous rappelez de nos échanges d'il y a déjà quelques semaines. C'était la demande de démission qui a été formalisée concernant le conseiller d'environnement. Et je vous propose, si vous le voulez bien, d'acter cette démission point 3. Nous avons ensuite la suite logique de ceci. 4, l'installation d'un dossier communal. Et vous savez que l'administration vérifie effectivement les pouvoirs, mais elle vérifie aussi l'éligibilité, notamment en termes de domiciliation, etc. Et c'est une prérogative du bourgmestre que de gérer la séance de prestation de serment concernant Élodie Cornet, que je vais inviter, si vous voulez bien, à venir nous rejoindre devant, monsieur le bourgmestre. Je vous présente officier. Voilà, bonjour, bienvenue, et toutes mes félicitations d'ores et déjà en l'ensemble des membres du Conseil de la population. Vous avez évidemment fait officiellement, je vous présente, je vous donne le micro. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Voilà. Voilà, comme vous avez maintenant, nous avons, comme vous le savez, l'installation des conseillers qui prévoit un protocole particulier en ce qui concerne les sièges. Celui qui vous est dévolu est à côté de M. le maire
Vous serez donc entre monsieur le maire et monsieur le bâtiment. Félicitations. Voilà. Sur le point 5, l'agence immobilière sociale, c'est la vérification comptable pour l'exercice 2018, pratique ou en tout cas exercice de contrôle qui est exercé pour nombre d'ASBL. Si vous avez des questions sur ce point, monsieur Boussine, allez-y. Pressez le bouton plus ou moins longuement, c'est ça. Donc, ma question concerne donc, l'agence immobilière sociale. J'ai eu des informations concernant le fait qu'une partie du paiement, parfois des loyers ou des garanties, se faisait de main à la main, en liquide. Et j'aurais souhaité avoir la confirmation, et si dans le cadre justement de la vérification des comptes, ces éléments-là ont été intégrés. Le représentant de la commune à la SBL est ou non en capacité de vous répondre. Je vais vous donner le micro, monsieur Bob. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. Je sais que dans les autres organismes de logement, on a mis fin à ces pratiques. Les paiements se font directement, par virement, et donc, mais je vais me renseigner. Et si on pouvait nous communiquer l'information par écrit, je vous remercie. Merci, monsieur Moussi. Nous passons, si vous le voulez bien. Puis-je considérer que ce point est entendu? Je vous remercie. Nous sommes au 6, c'est le règlement de procédure de vente de gré à gré pour des biens immobiliers communaux, donc qui appartiennent au patrimoine immobilier communal, et ce sera Domest qui va vous en parler. Oui, merci, monsieur le président. Donc, ici, il s'agit d'un règlement qui est soumis aux conseillers communaux pour la vente de biens appartenant à la commune pour l'Inter. C'est un règlement spécifique encadrant l'aliénation de la vente de tout bien immobilier pour une vente de gré à gré et qui permet de respecter un certain nombre de principes d'information vers la population. Donc c'est une première, nous n'avons pas de règlement et nous avons souhaité avant la vente notamment d'un bien qui est prévu dans notre déclaration de politique générale, et c'est Péru Méridien, nous avons d'abord au préalable souhaité avoir un règlement. Merci pour cette explication. Madame, je vous vois ici. Merci, mais donc on se félicite que Saint-Josse ait enfin un règlement qui permet à chacun de savoir si un bien de la commune va être vendu et qu'il puisse participer à une procédure de transparence et connue à l'avance. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On était, je pense, une des dernières communes à ne pas avoir ce type de procédure, donc c'est une excellente chose pour nous. On a toutes sortes de petites remarques sur le règlement. Donc, par rapport à la façon dont on informe les citoyens sur le fait qu'il y a un bien qui va pouvoir être acheté et qu'ils peuvent soumettre leur prix, on ne parle pas du fait que ça peut être, par exemple, mis sur des sites comme, allez, je vais citer un site commercial à l'heure actuelle qui est le site le plus utilisé par les acheteurs comme ImoWeb. En tant que commune, on a intérêt à ce qu'il y ait un maximum de gens qui soient au courant on vend quelque chose parce que ainsi on a le plus de chances d'avoir des gens qui offrent un bon prix et de permettre à cet argent de rentrer dans les caisses de la commune. Alors je ne sais pas s'il faut citer, je pense qu'on d'ailleurs on ne peut pas citer un site particulier, mais est-ce qu'on pourrait en tout cas ici s'entendre entre nous pour dire que pour les prochaines ventes, on fera figurer l'annonce sur le site, les sites immobiliers les plus regardés par les citoyens à l'heure actuelle. Parce qu'on parle par exemple de la mise d'une affichette devant l'immeuble, mais quand on voit par exemple les travaux qui vont la demande de permis pour les travaux qui s'effectuent dans le bas de la chaussée d'Ouvain, il y a juste une petite affichette en néerlandais. Mais fatalement pour les citoyens lambda, c'est pas toujours facile d'avoir l'information dans des conditions comme ça. Donc c'est vraiment important de multiplier les possibilités d'avoir accès à l'information et que les affichettes soient clairement dans les deux langues pour que les citoyens puissent le constater. On dit que si les gens sont intéressés par le bien à acheter, ils doivent venir et on va leur remettre en main propre un dossier qui explique le bien. En fait, je ne voyais pas très bien
pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir accès au dossier qui explique bien les mètres carrés, les problèmes éventuels, etc. sur notre site? Est-ce que c'est vraiment important que le dossier puisse être mis en main propre? Est-ce qu'il y a des données qui sont confidentielles et qu'on ne pourrait pas mettre sur le site? Parce qu'autrement, je vois pas, ça fait du travail en plus pour la commune, ça fait du travail en plus pour les acheteurs potentiels. Donc, je ne voyais pas tellement notre intérêt au fait que le dossier complet ne soit pas accessible au plus grand nombre. Et au moment du dépouillement des offres, donc là, la commune a reçu toutes les offres, on ouvre les enveloppes pour voir les différentes offres, et on dit que la présence des acheteurs peut être facultative, ça je comprends tout à fait, ils n'ont pas besoin d'être là. S'ils veulent, ils peuvent être là comme observateurs, mais ils sont pas obligés. Par contre, j'étais un peu plus étonnée de voir que la présence du notaire était facultative. Et je me demandais si c'était pas une coquille, parce que je trouverais ça par contre intéressant qu'il y ait quelqu'un de type notaire, huissier ou autre, qui soit présent au moment de cette ouverture d'enveloppe, pour vraiment, je dirais, couvrir la commune à ce moment important pour les acheteurs et pour la commune. Je pense qu'il y avait d'autres remarques. C'est votre première intervention. prise de parole, alors. Effectivement, formellement, c'est le président qui vous cède la parole. Et donc, allez-y, c'est sur ce point en particulier. Oui. Exactement, Monsieur le Président. Et excusez-moi, il faut juste Non, que je vous en les prie. us et coutumes. Oui, bien sûr. Il y a des rituels, allez-y. Un dernier point qui pourrait soulever question se trouve à l'article 11. Je suis juriste de formation, donc juriste un peu préféré. Et particulièrement au paragraphe premier alinéa qui se termine par le collège des bourgmestres et échevins peut, moyennant motivation, s'écarter des éléments consignés dans le procès verbal de la séance de dépouillement des offres. Cette phrase semble particulièrement étonnante dans la mesure où elle semble indiquer que malgré une séance d'ouverture publique des offres, il pourrait y avoir de manière donc, non publique des décisions contraires à celles qui seraient recensées dans le procès verbal sans qu'il y ait clarté sur quel serait exactement le but pour s'écarter de cette décision, ni même quelle serait la légitimité de s'écarter d'une telle séance publique. C'est très étonnant, notamment particulièrement quant au fait que généralement, il est indiqué très clairement dans le texte, et c'est la loi qui le veut, que les ventes de biens publics soient effectuées selon des procédures qui sont conformes dans le principe à la notion de marché public. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie, je vous félicite pour votre première intervention. Le bourgmestre va vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, les premières questions. Quand vous êtes à l'article 5 du règlement, il y a notamment là-bas des informations sur la publicité. Et concernant les publicités vers des sites appartenant à des entreprises qui font la vente et l'achat, c'est prévu. On dit au point numéro 4 du premier alinéa de l'article 5, le cas échéant, il pourra faire l'objet d'une annonce dans tout autre média pertinent. Ça peut, et vous avez raison, c'est dans l'intérêt communal que de faire augmenter les prix quand on vend. Je peux aussi rappeler ici que la commune a rien vendu de ces biens depuis 7 ans. Les seuls biens pour lesquels nous nous sommes séparés, c'était des biens où nous étions encore propriétés et il s'agissait d'espaces sous la place Roger. Donc, on n'est pas ici devant des opérations que nous faisons toutes les semaines, c'est très très rare, mais nous avons voulu, avant la vente d'un bien, avoir un règlement 2. Sur l'annonce de l'information, vous avez dit qu'il fallait se rendre à l'administration communale. C'est fait pour avoir plus d'informations, vous verrez de manière très détaillée, mais déjà l'annonce prend un minimum d'informations. La description du bien, l'affectation urbanistique, le prix, les modalités d'organisation des visites du bien, les coordonnées du service communal auquel on peut s'adresser pour avoir une information supplémentaire ou pour procéder aux visites, la date limite des dépôts, le lieu, la date, l'heure de dépouillement, etc. Donc, on a été quand même assez circonstancié. Sur la question de Mme Jodot, vous aviez une question sur la décision du collège. Non, c'était votre question. Alors, je m'étonne moi-même de ce que vous venez de dire, et donc je pense que nous devons là vérifier les choses. Parce que je pense que
Le collège peut évidemment prendre une décision, doit, dans la loi, le justifier, parce que c'est ainsi. Mais moi, je suis d'avis, évidemment, qu'on suive les dénouements dans les cas. Je propose à notre juriste, à mon chef de cabinet, de voir si on ne peut pas faire une correction pour maintenir, évidemment, le choix qui a été fait à l'issue du dénouement. Donc, je vous rejoins. Il y avait encore un élément, Madame Genot, c'était sur... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre le dossier en intro? Est-ce qu'il faut mettre le dossier en intro? Parce qu'il faut qu'il passe aussi. Et deuxième chose, la présence du notaire facultatif. Là, je dirais que c'est, vous savez, les notaires ne viennent pas gratuitement. Il faut les payer, et avant de les payer, il faut faire un marché. Donc, probablement que l'administration a souhaité laisser la possibilité de le faire. Par contre, je suis évidemment en amendement qui est proposé de supprimer la possibilité qui est donnée au collège de déroger aux résultats qui sortent du décompte. Donc, il faudra aller voir, Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait demander peut-être de faire le nécessaire et de revenir sur le point à la fin du Conseil. Monsieur le Président. Oui, On fait la suppression de cette phrase dans le règlement, et on va revenir à la fin. bien, je fais ça. Je ne sais pas, Madame Genot, encore un point sur ceci. Un point que je n'avais pas encore abordé, c'est l'article 14. Donc, ici, nous définissons toute une procédure pour que tout le monde soit au courant et pour que chacun puisse remettre son prix et que la commune puisse choisir le meilleur prix. Mais il y a un article 14 qui dit « La décision de vendre un bien de gré à gré sans publicité devra être motivée au regard de l'intérêt général et pourra résulter de circonstances et de faits particuliers. » Et donc, on aurait bien voulu savoir dans quel cas on pourrait ne pas utiliser la procédure avec publicité et donc que personne ne soit informé qu'il y a la vente et qu'on la vende à une personne en particulier sans en informer. Et nous voudrions qu'en plus d'être motivée au regard de l'intérêt général, elle soit approuvée par le Conseil, parce que ce n'est pas spécifié en tant que tel. Donc, est-ce que l'article 14 permet au collège, sans passer par le Conseil, de ne pas appliquer le règlement? Monsieur Boisquetet, le règlement. Par rapport à l'article 11, je vais apporter une précision après plus tard. Par rapport ici à la vente de gré à gré sans publicité, on fait reprendre une des dispositions de la circulaire de décembre 2015 ou 2016. Voilà, de 2015, du 22 décembre 2015. En fait, le présent règlement est un règlement qui s'inspire fortement de cette circulaire, et donc on a repris les éléments qui se trouvent dans cette circulaire, et ça c'est une des dispositions qui existent dans la circulaire. Des situations où des communes ont été amenées à ne pas suivre cette procédure. On a demandé à l'administration dans quel cas, on a dit mettez-le dans votre règlement, on ne sait jamais, ça peut être utile un jour. Peut-être je peux ajouter un élément, mais il arrive parfois que l'intérêt général soit justifié pour la création d'un équipement, un hôpital, une crèche, tout autre équipement public destiné à la population, donc il n'y a pas une volonté de faire une plus-value financière. Et dans ces cas-là, les pouvoirs publics peuvent se donner la possibilité de ne pas faire une publicité plus en avant. Il peut y avoir des cas, mais il est évident que quand on est dans une vente de pouvoir public vers du privé, la publicité doit être totale, parce que le but de l'opération doit être quand même pour l'autorité d'avoir, je dirais, une vente la plus intéressante possible. Oui, c'est ça. Donc, si pour nous, dans un certain nombre de cas, je ne sais pas, on veut créer une maison médicale ou une infrastructure particulièrement intéressante pour l'ensemble des citoyens et que là, on décide de déroger, ben, ça nous paraît une motivation intéressante. Par contre, si c'est pour un particulier, là, on ne voit aucune raison pour laquelle il y aurait un citoyen de Saint-Josse qui aurait plus de droits que les autres citoyens de Saint-Josse. Et alors là, ça nous paraît problématique. Donc, est-ce qu'il faut comprendre l'article 14 comme le fait que si on déroge à ce règlement, ça va passer par le conseil communal ou le collège seul peut décider? Donc, toute décision d'aliénation d'un bien, de vente d'un bien, d'achat d'un bien est décidée non pas par le collège, mais par le conseil Par le communal. conseil, c'est ça. Donc, à chaque fois, nous pouvons faire la publicité totale si nous décidons d'être moins dans une ouverture vers le privé, un certain nombre au conseil, mais en demandant évidemment à chacun d'être vous savez que quand on fait des opérations immobilières pour faire les structures dont on parle, c'est jamais simple. Monsieur le Président.
Voilà, donc, Madame Genot, est-ce qu'on peut considérer que moyennant la reformulation sur base de votre proposition tout à l'heure, j'aime bien geler le point à ce stade-ci, nous pouvons y revenir. Le bourgmestre vous dira alors la nouvelle formulation, ce qui avait été prévu. À partir de ce moment-là, je suis alors en droit de considérer qu'il n'y aura pas de demande de vote et que ce point sera adopté. Nous sommes d'accord de fonctionner ainsi? Je vous remercie. Passons alors au point suivant, le droit de préemption sur l'acquisition du bien qui est situé rue de la Rivière, numéro 36. Et c'est à nouveau un point qui concerne le bourgmestre. Merci, Monsieur le Président. Dans le souhait que nous avons de rendre le quartier nord le plus agréable possible pour les habitants et encore on sait du travail à faire, nous avons la possibilité d'user de notre droit de préemption. Un bâtiment est mis à la vente par un propriétaire qui est situé au 36 rue de la Rivière. L'administration a fait un rapport en demandant de pouvoir l'acquérir. Et donc nous souhaitons acquérir ce bien pour offrir du logement public pour nos habitants. Et ici, c'est se donner la possibilité, en cas de conclusion de cette opération de vente, le propriétaire a toujours la possibilité de ne pas vendre s'il ne le souhaite pas, mais si le propriétaire souhaite vendre, donc poursuivre la procédure de vente, il appartiendra alors à la commune la commune aura la possibilité de l'acheter en priorité. Merci. Je le mets sur ce point. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le bourgmestre, une question simplement. Il se trouve que ce bien abrite un commerce, un café en l'occurrence, qui s'avère être par ailleurs un de ceux qui, du dire des gens qui le fréquentent, est un des plus, comment vais-je dire, conviviaux, voilà, du quartier, et un de ceux qui ont le moins fait l'objet de problèmes, on va dire, génériquement, et notamment un de ceux où il y a moins de prostitution, sur quartier clair. Et donc, il y a beaucoup de gens, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je vois la tête de monsieur Léchevin derrière, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais néanmoins, les habitants s'inquiètent un petit peu de perdre un endroit où ils avaient leurs habitudes, et par ailleurs, il y a une commerçante, locataire de cet espace, qui s'inquiète également de la poursuite de son activité commerciale de cafetière. Et donc, à ce niveau-là, j'entends bien le message que le souhait de la commune est de faire du logement, essentiellement, mais est-ce que la cellule commerciale est destinée à être allouée à une nouvelle forme d'activité commerciale ou être également transformée en logement dans le cadre de cette initiative communale? Alors, partons un peu des principes qui ont guidé la commune ces dernières années dans la politique de réappropriation de certains lieux dans le quartier, l'achat du nouveau bâtiment communal qui abrite des fonctionnaires, le commissariat qui est arrivé, c'est un projet qui avait été lancé dans l'ancienne législature qu'on a concrétisé, des logements créés par le fédéral avec un équipement qui va accueillir le CPS dans les prochains mois. Je ne vais pas parler de la crèche de la Wasset qui devrait arriver illuminée. Ici, l'idée, on est quand même dans une zone qui est fragile. Vous la connaissez aussi bien que moi, parce que vous y habitez. L'idée est d'envoyer encore un signal. C'est-à-dire que toutes les entrées de quartier, les entrées de rue, et on sait que la rue de la Rivière est essentielle, on veut avoir la main mise sur les entrées de quartier, et donc nous en avons fait une priorité. Et donc l'idée, c'est de voir évidemment en temps réel ce qui se passera. Si les rapports de police cessent, si les rapports de police n'existent pas, on prendra acte. Mais si les rapports de police vont dans l'autre sens, à savoir la prolifération d'un certain nombre de problèmes, de nuisances, de bruit, problèmes de salissure, problèmes d'insécurité, il faudra évidemment que la commune agisse. Et à ce stade-ci, nous n'avons pas encore décidé de l'affectation. Nous nous réservons la possibilité de le faire en fonction de l'amélioration ou non de cette situation sur le terrain. Merci. Je vous propose de passer au point suivant, si vous le voulez bien. Nous sommes sur un dossier assez récurrent, qui est la convention prise entre l'État fédéral et la commune, qui concerne la médiation à propos des sanctions administratives communales, puisque nous avons, comme vous le savez, un fléchage de cette subvention vers la commune pour une mission spécifique. Que va vous rappeler le bourgmestre? Voilà, il s'agit de... Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de
la convention entre l'État fédéral, la commune de Saint-Josse, mais également les partenaires, puisque vous savez que nous travaillons dans ce dossier sur base d'un subside qui est donné par le fédéral et qui comprend une activité de médiation via les sanctions administratives communales pour se garder au PPR. Le fonctionnaire est installé chez nous, mais il travaille dans les trois entités locales. Et donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la reconduction. Il n'y a rien de... Monsieur Auquel, allez-y. Deux petites questions. Vous l'avez expliqué, en effet, le médiateur travaille pour la zone entière, la zone de police, les 3 communes. Comment se fait la répartition? Est-ce qu'il y a un tiers pour Scarbeck, un tiers pour Saint-Josse? Comment ça fonctionne exactement? Et deuxième question, dans l'article 8, on voit que le médiateur doit faire un rapport d'activité annuel. Est-ce qu'il serait possible de consulter les conseillers qui le souhaitent ce rapport annuel? Merci, monsieur Auquel. Allez-y. Alors, sur le rapport, bien entendu, on peut proposer évidemment de faire parvenir aux conseillers. Et comme ça, vous aurez une indication du travail qui est fait. Sur la répartition, c'est un tiers, qui a fait l'objet de négociations. Il faut savoir que l'argent, nous étions les seuls à recevoir. Et puis, à un moment donné, d'autres communes qui étaient, je dirais, en retard, ou qui n'avaient pas un produit de demande au niveau fédéral, ont demandé aussi à pouvoir participer au bénéfice d'un subside pour la médiation en matière de sanctions administratives communales. Et on a été contraint, effectivement, de céder une partie du subside. Vous l'aurez compris, les 2 tiers restants, c'est pour les autres communes. Merci. Le reste m'a semblé plus dit, mais effectivement, le périmètre du médiateur ici ne concerne pas les amendes de roulage, n'est-ce pas? Donc, voilà. Nous sommes sur le 9. L'allocation d'une solution informatique pour la gestion des sanctions administratives communales, des amendes de stationnement et des cartes vivants. Il s'agit d'un marché avec l'approbation de ses conditions et évidemment de son mode de passation. Ce qui est proposé ici, c'est une procédure négociée directe avec le public. Une publication préalable, estimation des entreprises est de 193 000 €. Sur ce point, M. le bourgmestre. Oui, Monsieur le Président, j'en dirai un mot. S'il est fait, mon collègue Philippe Boisqueté, qui porte le dossier du stationnement sur le territoire, s'il souhaite évidemment prendre la parole après ou répondre à des questions, nous le ferons ensemble. Ici, ce sont des investissements, notamment l'allocation d'une solution informatique pour la gestion des sanctions administratives communales, des amendes de stationnement en cas de répit. Et donc, nous avons souhaité nous équiper mieux, je dirais, et moderniser, l'outil. Et donc, ce sont des investissements de près de 8 millions de francs belges, anciens francs belges, 193 600 €. Nous n'avons pas eu ici l'occasion de dire, mais je profite de l'occasion pour tenir au courant les membres du Conseil. Le collège a décidé d'internaliser le stationnement en plein air. Ça veut dire que le contrôle et la perception des redevances sur le territoire se fera dorénavant à partir du 1er janvier par l'autorité communale elle-même. Nous avions commencé un travail important que j'ai eu l'occasion de porter pendant plusieurs années, et Philippe Boisqueté le porte depuis le début de législature de nouveau. Nous sommes arrivés à des conclusions. Je voudrais ici dire que notre premier réflexe a été de vouloir travailler avec l'Agence régionale de stationnement. Et nous avons immédiatement pris des contacts avec eux dès le début, dès 2015, quand l'ordonnance avait modifié les choses. Et nous n'avons pas été, je dirais, satisfaits d'un certain nombre de points. Les contacts ont été très constructifs, très positifs. Nous nous sommes rencontrés à de très nombreuses reprises. Il y a eu des échanges de courriers. Mais là où nous avons eu, je dirais, des pierres d'achoppement, c'est le premier, le refus de garantie d'une perception de recettes pour la commune. C'est la même réponse qui a été, par exemple, donnée aussi à INSEE, où, je dirais, il y a eu la même réponse qui a été donnée. Et le deuxième élément qui on était un peu en difficulté, Saint-Josse est une des communes à avoir investi de manière importante dans les ordinateurs. Donc, au moment où nous avions terminé les investissements dans les ordinateurs, et au moment où nous commencions à avoir des recettes
pleine, sans le réel amortissement. Sur lequel vous vous rappelez de nombreuses interventions que vous avez faites dans le domaine, où je vous disais, pour le moment, les recettes sont amoindries par les amortissements, mais depuis maintenant 2 ans, nous fonctionnons à plein régime et nous percevons des recettes qui sont réelles, plusieurs centaines de milliers d'euros. Ici, pas de garantie de recettes pour la commune, aucune garantie, je dis bien 0. Donc on passe à l'agence régionale, on fait 0. Il n'y a pas de garantie. Pour une commune qui avait peu de recettes, de passer à l'agence régionale et qu'ils ont toujours peu de recettes, c'est un mal, mais un moindre mal, puisqu'il n'y avait pas de recettes. Pour nous, c'est un manque à gagner par rapport aux politiques que nous menons. Et puis enfin, je dirais, ce qui nous a complètement fait changer, on a commencé à étudier l'internalisation, c'est le fait qu'on a demandé l'avis des autres communes par rapport à l'agence régionale. Et je crois que certains parlementaires, je pense à certains parlementaires qui sont dans la salle, vous l'entendez, les recettes n'arrivent pas pour les autres communes avec l'agence régionale de stationnement. Alors, nous avions étudié au cours de la législature passée le modèle de Saint-Gilles où il y a l'internalisation du stationnement en plein air. Et mon collègue Philippe pourra en parler beaucoup mieux que moi. Il a fait la visite à Gand. Et Gand gère elle-même son stationnement en plein air avec énormément de réussite. Voilà les éléments qui ont conduit à l'internalisation d'une politique plus intégrée de la mobilité du stationnement à l'échelle d'une commune. La volonté de la commune n'est pas de refuser de travailler avec la région que du contraire. On aurait voulu aller plus loin, même en demandant un minimum de recettes. Je ne vais pas ici dévoiler les chiffres, vous connaissez, vous l'avez vu dans le courrier probablement, mais même le minimum n'a pas été accepté par la région. Nous avons préféré miser là-dessus. De manière générale, je voudrais terminer par cette réflexion. Nous faisons confiance en nos fonctionnaires et en nos capacités de gestion de la cité. Nous l'avons fait dans plusieurs domaines. La régie de rénovation urbaine est totalement aujourd'hui intégrée au sein de la commune. Les primes à la rénovation sont gérées par nous, ça marche très bien. Et je pourrais continuer à énumérer beaucoup d'autres cas sur lesquels nous travaillons ces derniers temps. On en parlera probablement tout à l'heure avec la piscine ou avec le parking, je le fais la dernière fois. Nous rapatrions le parking dans le giron communal, plus de concessions à partir du 1er janvier. Donc, nous avons là tous les leviers pour avoir une politique la plus intégrée possible en matière de stationnement et de mobilité. Ici, ce sont donc des investissements qui préparent évidemment la modernisation de l'outil. Merci. Des questions sur ce sujet, Monsieur le maire? Plusieurs points, puisque le point à l'ordre du jour était évidemment plus restreint que ce que vous venez d'exposer. Ce que vous venez d'exposer, eh bien, pour le groupe écolo, c'est une bonne nouvelle, puisque vous appliquez un point du programme d'écolo. Donc, on ne peut que vous en féliciter. Trêve de plaisanterie, ceci dit, ou de gentillesse, on a quand même quelques points qui nous posent question. Tout d'abord, le contenu du cahier des charges en lui-même nous interpelle. Quand on parle de SAC, il y a un certain nombre de sanctions administratives communales pour le public. Donc, quand on parle de ces SAC, il y a un certain nombre d'obligations légales. Et l'une, par exemple, m'a surpris par son absence dans le cahier des charges, à savoir la nécessité que les données soient automatiquement supprimées après 5 ans. C'est une caractéristique nécessaire et obligatoire au respect de la loi, une caractéristique du logiciel qui doit être acquis et qui ne figure pas dans le cahier des charges. Or, typiquement, on sait que quand ce genre de choses n'apparaît pas dans un cahier de charges, eh bien, il y a des suppléments qui arrivent par après. Par ailleurs, en lisant le cahier de charges, il est question à la fois du logiciel, mais également du hardware, du matériel. Il est mentionné notamment le terme PDA pour accompagner le travail des équipes sur le terrain. C'est dans l'introduction du cahier de charges. Mais par après, dans le détail des points qui sont soumis à appel d'offres, eh bien, il n'y a aucun élément relatif à ces dispositifs qui sont mentionnés. Il n'est pas mentionné si ça peut être une application à déployer sur n'importe quel GSM, si c'est une application qui nécessite du matériel physique propriétaire et qui serait alors loué. Et donc, cette imprécision, évidemment, ouvre la porte à beaucoup de risques pour ce contrat. Enfin, un élément qui a retenu notre attention, c'est le prix. Vous mentionniez tout à l'heure, vous êtes renseigné à Saint-Gilles
sur la façon dont ces questions étaient gérées, eh bien, l'ancienne responsable de l'informatique de Saint-Gilles m'a confirmé que chez eux, le logiciel pour gérer les sacs leur a coûté 35 000 €. On est donc autrement plus bas que le montant du marché qui est évoqué ici. Alors, évidemment, peut-être que leur marché était un peu plus restreint dans son envergure, dans les besoins, les requirements, pour devenir jargonnant, émis, mais néanmoins, la différence est assez interpellante. Et donc, voilà, sur ces points-là, on aimerait quelques clarifications. Les manques de requirements légaux devront être présents, la question du matériel physique permettant le fonctionnement et la question du coût général, d'autant plus qu'il y a des coûts récurrents. On ne parle pas ici d'un montant simple puisqu'il s'agit d'une location. Et donc ça, c'est très interpellant. Je vous remercie. Merci, M. Le maire. On va grouper les questions sur ce point. Y a-t-il d'autres? Non, je vous remercie. Je vous remercie. Ou M. Boqueté, vous. Mais je crois que je vais répondre à vos deux questions. L'absence de référence au matériel d'encodage et au prix quand vous comparez le logiciel qui est la propriété d'une autre commune et ce qui est présenté ici. C'est repris dans le cahier des charges, phase 22, le matériel mobile pour l'encodage des instructions sur le terrain. Donc le détail est donné, poste d'encodage, PDA, des accessoires nécessaires au bon fonctionnement, batterie, housse de protection, imprimante, connectique, voilà. Et en fait, c'est ce qui fait que le prix est aussi élevé. Il faut voir aussi que c'est sur 4 ans. C'est jusque 2024 aussi. C'est un marché sur 4 ans, pas sur une année. Donc c'est à la fois l'acquisition des logiciels, mais c'est aussi l'allocation de tout le petit matériel, tout l'appareil qui sera utilisé par les opérateurs sur le terrain. Quant à la législation sur la protection des données, le RGPD, évidemment, on se conforme aux dispositions légales. Il n'y a pas de sens de le mettre dans un cahier des charges, alors que c'est une disposition d'ordre public, Mme Élodie Bornet nous le confirme. Voilà. Sinon, peut-être pour rajouter un petit terme, l'idée ici, c'est vraiment d'avoir une approche intégrée, d'avoir différents outils qui se parlent. Vous avez parlé, c'est quelle commune? Saint-Gilles. Saint-Gilles. Je ne connais pas la situation exacte à Saint-Gilles, mais je sais qu'il y a des communes qui ont des applications qui tournent sur des applications distinctes pour les sacs et pour le contrôle des redevances. Ici, on a voulu une approche intégrée, on a voulu peut-être à moyen long terme que les personnes qui s'occupent des redevances demain puissent aussi faire des sacs sur le terrain. C'est le cas, par exemple, à Uccle, à Étourbier, qu'il y a déjà ces possibilités-là qui existent. Donc, c'est pour ça qu'on veut une solution intégrée, on veut des outils qui se parlent, qui puissent aussi gérer les cartes riverains. Il faut dire aujourd'hui que les cartes riverains sont gérées chez nous à partir d'un logiciel Excel. Ce qui fait que, monsieur Roquette, vous avez fait une interpellation, vous avez demandé un certain nombre d'éléments, on est en train de collecter ces éléments-là avec un fichier Excel. Voilà. On va essayer de collecter tout ça. Avec le logiciel ici qu'on achète, on aura plus facilement, on pourra générer plus facilement un outil statistique, donner plus facilement des informations et avoir une meilleure vue aussi de la situation du stationnement à Saint-Josse et alors mener les politiques adaptées. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'est pas passé à l'agence, parce que le retour d'expérience des autres communes, c'est très difficile de travailler sur le long terme avec l'agence en termes d'intervision. L'agence se lance, l'agence démarre, et l'agence n'a parfois pas le temps de faire un retour de terrain aux communes qui ont des besoins particuliers, des situations particulières. C'est pas évident de répondre à ça quand vous êtes employé, vous bossez depuis la région, vous faites des micro-demandes au niveau local. Et donc, ça, c'est aussi un des objectifs pour lesquels on a décidé de maintenir en interne le contrôle de l'utilisation. Je vous remercie. Des questions complémentaires? Je voudrais juste réagir. J'entends bien l'argumentaire, mais et j'avais bien vu la page pour le matériel physique. Et justement, la description là
est relativement vague à plusieurs aspects. Et mon expérience des projets informatiques, c'est ma profession, comme disait ma collègue tout à l'heure, elle, c'est le droit, moi, c'est l'informatique. Donc, l'expérience me montre que la façon dont le cahier des charges est formulé peut entraîner un certain risque pour la commune que nous souhaiterions éviter. Et si j'entends bien effectivement que le montant avancé est un montant pluriannuel, avec ce que ça implique éventuellement de frais de migration si la solution venait à être remplacée par une autre à terme du contrat, ce qui est encore une autre problématique, il n'empêche que le prix semble quand même élevé pour le service demandé. En tout cas, sur ces plans-là, je vais réagir. Enfin, attention que la législation à laquelle je fais référence pour les 5 ans n'est pas le RGPD, mais la législation spécifique au SAC, qui est encore un autre texte qui prévoit la suppression de toute sanction introduite après 5 ans. Je vous remercie. Une remarque sur le RGPD, donc qui est le règlement général sur la protection des données. Je conseillerais quand même très fort à la commune de reprendre des clauses. Le cahier spécial des charges mentionne simplement que l'adjudicateur, excusez-moi, devra être conforme au RGPD. Je rappelle que l'article 28 demande que vous listiez en fait les données personnelles qui seront traitées par l'adjudicataire dans votre contrat et il est essentiel effectivement de prévoir le délai de conservation des données et aussi de suppression des données. Et donc là, vous avez la législation que mon collègue le maire a mentionnée qui est nécessaire à respecter. Donc je conseille à la commune de revoir sa copie au moins sur cet élément-là. Une question par rapport à la législation marché public. Vous utilisez la procédure négociée directe sans publication préalable. Est-ce que vous avez fait appel à la possibilité de consulter les soumissionnaires potentiels à l'avance? Donc, on fait une consultation de marché pour arriver au montant estimé ou pas. Réponse? Pas de réponse, merci. Souhaitez-vous demander le vote sur ce point? Oui, je vous remercie. Abstention? Oui, je vous remercie. Nous avançons. Merci pour cet échange. Nous sommes au 10. L'avis sur le... Oui, pardon, la motivation de l'abstention. On va motiver cette abstention, eh bien, tout simplement parce que le cahier des charges tel que formulé fait encourir un risque à la commune et parce que le coût nous apparaît comme élevé au vu de la solution recherchée. Merci, monsieur le maire. Nous sommes au 10. L'avis sur le plan projet, le plan régional de mobilité, bien nommé un plan qui dépasse tous les clivages, good news en français, n'est-ce pas, monsieur? Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le président. Donc, dans un premier temps, vous aviez reçu un avis pour le conseil, qui était l'avis du collège de mardi dernier. Et nous savions pertinemment bien que nous aurions la rencontre citoyenne avec la région vendredi. Et je remercie les élus communaux et les habitants qui ont participé. C'était quand même un succès qui prouve que la mobilité est une question qui occupe nos concitoyens. Des remarques ont été faites, des questions ont été posées, des propositions ont été faites. Celles-ci ont été intégrées par l'administration. Et hier, le collège a enrichi le premier avis qui avait été rendu. Et aujourd'hui, vous avez reçu sur vos tables, ou par mail déjà, l'avis enrichi d'un certain nombre de paragraphes supplémentaires. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le plan régional de mobilité est un plan qui privilégie évidemment la mobilité douce, qui privilégie le transport public et qui souhaite évidemment apporter des réponses aux problèmes de mobilité, notamment par rapport à ceux qui conduisent en voiture. Nous avons remis un avis favorable au plan de mobilité régionale appelé COUTOU. Mais nous avons mis un certain nombre de conditions. Je m'arrêterai, si vous voulez bien, Monsieur le Président, sur les questions qui nous posent problème et pour lesquelles nous demandons à la région des choses ou nous encourageons la région à faire des choses. Tout d'abord, sur la question de la zone 30 généralisée. Nous privilégions... Pardon ? Une remarque. J'ai vu qu'on nous avait déposé un nouveau document. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est très honnêtement, nous, on a étudié le document qui nous avait été donné.
Il y a 3 paragraphes supplémentaires, je l'ai dit dans mon intervention. Je vais les lire. Et juste un élément, j'avais prévenu le président sur la méthodologie et la manière dont on souhaitait travailler, mais voilà, si c'est pas accepté, c'était en fait une présentation globale et puis ensuite aborder les points point par point pour qu'on puisse faire nos remarques et éviter que ça fasse un espèce d'immense débat à la fin, mais libre au président de gérer la séance comme il l'entend. Il y a 15 conditions que le bourgmestre va sans doute reprendre. Oui, bon, j'ai été le plus clair possible. Je rappelle qu'il y a une rencontre citoyenne auquel on vous a pas vu. D'ailleurs, personne de votre groupe. Et si vous aviez porté un intérêt, je ne vois pas pourquoi vous n'êtes pas venu. Attendez, est-ce que je peux, oui, vous savez, escarper avec les passages. Je vois que chacun a ses références. Ici, d'abord, sur le premier point, sur les zones 30 généralisées. Ce que nous disons dans notre rapport, nous ne sommes pas contre les zones 30, puisque nous avons des zones 30 légales et nous les avons élargies à 5 zones. Nous demandons de privilégier l'aménagement de voiries par la création de dodages ou de casse-vitesse à la mise en place d'une zone 30 généralisée sans tenir compte des spécificités propres à certaines voiries, quartiers ou communes. De prioriser les moyens de la sécurité routière par l'aménagement de voiries et asphaltage, séparation des trottoirs et voiries, protection des piétons circulant sur les trottoirs par des moyens physiques tels que des potelets, plutôt qu'à simplement vouloir élargir le concept de zone 30 à l'ensemble du territoire régional sans adapter les voiries. Un exemple, c'est la chaussée de Louvain, où nous avions déjà fait cette remarque. 3. Privilégier les zones 30 à des quartiers ou voiries résidentielles et exempter les voiries qui ont un plus grand gabarit et qui peuvent, elles, accepter une circulation automobile prudente. Demander la mise en place d'une étude sur les incidences sur les voiries locales, y compris sur les impacts sur la sécurité et l'environnement, en raison du risque de report de trafic sur les voiries locales. Autre élément que nous posons comme question, et je nous demandons d'avoir des apaisements, prévoir des moyens financiers supplémentaires pour améliorer la qualité de l'air, dû au fait que les véhicules pollueront davantage à 30 km/h qu'à 130 km/h. Vous savez, quand on est à 30 km/h, on est en première vitesse dans beaucoup de voitures. Donc, nous souhaiterions avoir une étude qui nous explique les choses. Vous savez, les gens ont posé des questions en réunion. Il est normal que ces réunions soient répercutées et qu'on obtienne aussi des réponses par rapport à la santé de nos concitoyens. Allouer les moyens financiers aux communes qui modernisent et rénovent leurs parkings souterrains en prévoyant notamment des zones de parkage sécurisées pour les vélos et les nouveaux modes de déplacement. Nous refusons la suppression de places de stationnement en voirie tout en s'inscrivant dans la volonté de développer une offre de stationnement alternative en raison du fait que la commune a le taux de places de stationnement par habitant le plus bas de la région avec 14 places pour 100 habitants, alors que le taux régional est de 20 places pour 100 habitants. Actuellement, dans nos quartiers, les gens tournent en moyenne 45 minutes à 1 heure. C'est de la production du CO2. Ça ne contribue pas au climat. Il est normal qu'une commune qui a supprimé des places de parking, de stationnement, pour sécuriser le passage pour les piétons. Regardez Maton, regardez ce qui va se passer à Saint-Lazare, regardez les carrefours. Il est normal que nous demandions des compensations pour que l'on crée du parking souterrain pour soulager nos habitants. Prévoir une réelle alternative de mobilité interrégionale. Je ne vais pas ici reprendre toutes les bulles, tous les tirets, mais quand même, nous demandons qu'on ait la possibilité d'avoir une billetterie identique pour STIP, Relais, TEC et la SNCD. Là, ce sont des réponses qui peuvent contribuer à encourager l'emploi du transport public. Un autre élément, c'est la micro-mobilité, trottinette, scooter et vélo électrique. Mieux réguler et encadrer les alternatives de mobilité confiées à des opérateurs privés de mobilité partagée. En effet, l'absence de gestion par les pouvoirs de ces nouveaux types de mobilité crée du désordre et constitue un réel danger pour nos concitoyens, mais également pour les utilisateurs de ces engins. À cette fin, la commune fait une proposition à la région. C'est la création d'un opérateur public pour la micromobilité, pour les trottinettes, les vélos électriques et les scooters électriques. Pourquoi? Mais pour qu'elle puisse être égalitaire. Vous savez qu'aujourd'hui, venir d'une commune à l'autre, ça coûte environ 5 à 6 euros par mois. Elle n'est pas égalitaire, cette offre. Et deux, elle n'existe que dans certaines communes où on peut aller chercher de l'argent. Eh bien, nous proposons qu'un opérateur de transport public puisse s'approprier la micromobilité. Je pense que c'est une proposition qui mérite
qu'elle soit étudiée. Et puis, toujours dans le plan du Good Move, quelque chose qui nous a assez étonnés, c'est l'idée de créer les magistrats piétons, de faire des grands piétonnés. Projet Progrès Brabant, de faire de la rue Brabant, par exemple, un piétonnier. Eh bien, nous nous opposons. Nous nous opposons à la création d'un piétonnier à la rue Brabant, d'une magistrale piétonne, qui rend ces voiries inaccessibles pour notamment les livreurs, pour le petit commerce. Vous savez que le petit commerce a besoin quand même d'un passage. Elle entraînera immanquablement le phénomène de gentrification, à savoir l'exode des habitants du faible revenu. Nous demandons, et c'était une demande qui a été faite par nos commerçants vendredi dernier, pour ceux qui étaient présents, je les remercie encore. Nous demandons qu'une concertation soit faite avec les commerçants et les habitants pour la rue Brabant, parce qu'ils ont des besoins en matière de mobilité, ils ont des besoins en matière de stationnement. Juste pour donner une idée, en dessous de la gare du Midi, il y a 1650 places de parking pour les gens qui viennent en voiture. À la gare du Nord, il y a royalement 135 places de parking. Donc, vous voyez que l'offre de stationnement est insuffisante pour les habitants et pour les commerçants dans cette zone de Saint-Just. Et puis, par rapport aux bulles qui ont été ajoutées, Monsieur le Président, et je réponds à la question qui a été là-bas. Les habitants ont rappelé, un certain nombre d'élus aussi, qu'il y avait une demande de la commune qui n'a toujours pas été rencontrée, à savoir la prolongation de la ligne du bus de Saint-Josse vers le stade Georges Pet pour éviter que des centaines et des centaines de voitures sortent de la commune pour atteindre les clubs sportifs. Et donc, le transport public, le bus, soit prolongé jusqu'au stade Georges Pet pour les familles teneuroises. Et enfin, soutenir le projet de la commune de Saint-Josse qui a été présenté à la région, de créer un parking sous le stade communal afin de proposer notamment une alternative concrète aux nafteurs rentrant en région bruxelloise. Nous avons été quelques-uns à être particulièrement étonnés vendredi, où lors de la présentation, on nous a dit que le plan de mobilité régionale s'intéressait surtout aux deux tiers des déplacements qui sont réalisés par les habitants. Nous aurions préféré qu'on nous parle aussi du tiers des déplacements qui se font à Bruxelles par les nafteurs. Et à cet égard, nous aurions bien voulu avoir dans le plan régional de mobilité une carte avec les parkings de dissuasion que nous allons avoir à l'entrée de la ville. Vous savez que quand on va dans les villes hollandaises, quand on entre, on essaye d'entrer dans une ville en Hollande, eh bien, le parking ne coûte que 1 € pour la nuit ou le jour. Nous aimerions aussi que Bruxelles se dote. Et si ce tiers de voitures ne pouvait pas venir sur le territoire, ce serait mieux pour la qualité de l'air, pour la santé de nos concitoyens. Et pour atteindre cet objectif, nous n'avons pas vu des propositions, nous avons interrogé les fonctionnaires de la région. Aucune proposition à ce stade. Mais nous avons une proposition, puisque nous créons un stade communal complètement renouvelé, et nous proposons que la région puisse financer ce parking qui pourrait servir les usagers des clubs sportifs, mais aussi soulager les Bruxellois en permettant à des nafteurs, qui sont nos amis, ils viennent de Wallonie ou de Flandre, les nafteurs sont nos amis, ils puissent aussi avoir la possibilité de pouvoir parquer leur voiture et de prendre le transport public. On a fait cette proposition à la région. Il suffirait de relier le parking au transport public existant dans la zone. Ce qu'on demande n'est pas extraordinaire et en plus on est dans une entrée de ville qui a une autoroute que tout le monde connaît. Voilà, Monsieur le Président, les éléments que je voulais partager. Cet avis est un avis qui a été préparé pendant tout l'été par l'administration sur base des contacts nombreux qui ont eu lieu avec les partenaires. Il a fait l'objet d'une première décision du collège la semaine passée, d'une réunion citoyenne vendredi, et il a été à nouveau amendé, enrichi par cette réunion citoyenne, et aujourd'hui il est proposé au Conseil communal. Merci. Moi, si vous voulez bien, Monsieur Roussy, j'étais intervenir sur ce point. Oui. Concrètement, il y a 18 conditions qui sont notées dans le document que vous avez tous en face de vous. Donc, je vous en prie, allez-y pour vos recommandations alternatives, le cas échéant. Je sens le bourgmestre très énervé et donc on va essayer d'avoir un débat apaisé. En tout cas, c'est notre souhait. Voilà, donc, lorsque nous n'avons pas été là vendredi parce que Monsieur le bourgmestre, eh bien, la vie étant ce qu'elle est, et lorsqu'on est prévenu assez tard, donc c'est pas toujours s'organiser. Par contre, une série de workshops qui ont été organisés par la région, voilà, c'est pas par Scarbeck, c'est par la région, par une majorité dont vous faites partie,
eh bien, certains d'entre nous y sont allés et on a participé au débat. Donc voilà, c'était dans des lieux différents, on ne sait pas être partout. On estimait qu'une présence de Tenaudois, puisque monsieur le bourgmestre, l'une des seules communes qui n'a pas participé à ces workshops, c'est Saint-Josse, c'est dommage, mais on s'était dit qu'une présence de Tenaudois lors de ces workshops était important pour qu'on ne vous fasse pas la remarque un jour en disant dans les workshops, il n'y a jamais de Tenaudois. Vous pourrez dire aussi, il y avait quelques conseillers communaux. Bon, vous ne préciserez pas qu'ils étaient écolos, mais vous direz qu'ils étaient Tenaudois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la méthode, monsieur le bourgmestre. On ne peut pas venir au dernier moment et déposer des propositions aussi extraordinaires que faire un parking de délestage donc sous le stade Georges Pètre. Excusez-moi, il faut nous laisser le temps d'étudier ce projet extraordinaire qui, de mon point de vue, est du même genre que l'abattoir Morgue. C'est ce genre de projet extraordinaire qui naissent comme ça le week-end et vous venez, vous nous les déposez, vous nous dites, mais voilà, j'ai eu une idée extraordinaire. Excusez-moi, monsieur le bourgmestre, si vous aviez pris le temps de réfléchir, ou au moins de vous concerter avec le bourgmestre des Verts en disant, tiens, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée de faire un parking comme ça de délestage au milieu de la région? Excusez-moi, c'est pas... Donc voilà, mais on pourra discuter des points les uns après les autres. Nous, la méthode qu'on aurait souhaité faire, c'est comme c'est les propositions faites par la commune à l'égard de la région, on aurait voulu essayer d'aborder les points les uns après les autres. Le premier point qui nous semble essentiel, en tout cas sur lequel vous avez fortement insisté dans les remarques, puisque c'est 4 ou 5 remarques qui concernent ce point-là, c'est la zone 30. Voilà. Et donc, il semble y avoir de votre part, vous dites qu'il n'y a pas d'opposition, mais quand on lit tous les points, on a privilégié l'aménagement des voiries par la création de 2 TAN ou de 4 vitesses à la mise en place d'une zone 30 généralisée sans tenir compte des spécificités propres à certaines communes. Mais lorsque vous lisez le Good Move, il parle du fait qu'il faut mettre des installations, qu'il faut aménager, qu'il faut envisager la sécurité. Et donc j'ai l'impression que cette remarque, elle tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Et donc j'aurais voulu vous questionner, quel type de zone 30 vous imaginez et dans quelle zone? Dans le Good Move, on détermine des zones. Est-ce que vous estimez que ces zones sont trop importantes, pas assez importantes? Est-ce que vous estimez que certaines voiries doivent être maintenues en 50 km/h et lesquelles? Moi, je trouve que ce n'est pas assez précis. Je trouve que les remarques que vous faites sont trop vagues pour que la région puisse les traduire dans des changements dans le Good Move. Et donc, je souhaiterais qu'un premier point concerne cette zone 30 et que vous clarifiez votre position parce qu'elle n'est pas claire. J'essaye de voir un peu, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, plutôt que mettre toutes ces phrases qui sont pas très claires, envisager de dire que des infrastructures routières adaptées à la réglementation zone 30 et que des contrôles soient faits et que des infrastructures soient mises en place et qu'elles soient financées par la région, parce que c'est peut-être un problème de financement. Mais je trouve que vos propositions sur les zones 30 ne sont pas claires. On a l'impression que c'est simplement que vous n'en voulez pas. Or, je n'ai pas cette impression. Là, quand vous exprimez, vous avez l'air d'être plutôt ouvert sur les zones 30. Alors moi, je vous dirais que c'est vrai, il y a des hérésies parfois. Et je peux prendre un exemple d'hérésie concernant les zones 30. C'est devant l'école rue Traversière. On a une zone 30 qui est obligatoire depuis des années. Et là, aucun aménagement. Et donc, je trouve que la commune ne donne pas un bon exemple. Donc voilà, est-ce que vous pourriez clarifier ce point sur les zones 30? Merci. Monsieur le bourgmestre va vous répondre à ce sujet. Alors, ce que je propose peut-être, c'est de regrouper l'ensemble de vos questions. Allez-y. Continuez sur votre lancée. Le problème, monsieur le président, c'est que si on aborde tous les points, très honnêtement, ça prendra beaucoup plus de temps. La méthode que j'avais proposée, c'était peut-être d'aborder par paquet. Je vous dis par exemple, les zones 30, ça concerne le point 1, le point 2, le point 3. Voilà. Alors, le point 4, le point 5. Oui. Celui-là est transversal, donc allons-y. Ah non, c'est 5 points. Chaque fois, vous avez zone 30. Voilà. Alors, sur tout d'abord,
je dirais, on a eu une réunion avec les habitants de la commune de Saint-Josse. Chacun peut avoir ses workshops et ses réunions. On demandait d'organiser des réunions au mois de juillet ou au mois d'août dans le cadre d'un projet d'extension du métro ou de Good Move, à savoir quand même un outil extrêmement important pour l'avenir. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs endroits. C'est pas ça la participation des habitants. On ne fait pas des enquêtes publiques et de la concertation pendant qu'une partie de la population est en vacances. J'ai eu l'occasion de m'exprimer par rapport à la région. C'est pas parce que dans la région, les socialistes sont au pouvoir ou que les écologistes sont au pouvoir que ça va changer. On n'organise pas des enquêtes publiques pendant que les gens ne sont pas là. Et sur l'extension du métro Nord, on a gros sur la patate, puisqu'on prévoit de faire un métro en plein milieu de la Plastix, 200 millions d'euros d'investissement. Et quand on fera le métro Plastix, on mettra en danger tous les habitants et tous les commerçants. Et quand on fait l'enquête publique en plein mois de juillet, 1 ou 2 semaines du mois de juin, au mois de juillet, comme si les gens avaient la tête à ça. Et puis, on vient par là-dedans dire qu'il faut faire des workshops de la participation vive. Il y a des dossiers qui ont un impact colossal sur l'avenir de nos quartiers. Ces dossiers devraient faire l'objet d'une valorisation de la démocratie. En parler plus en avant pendant toute l'année et avoir une réelle participation. Quand vous parlez de ces workshops, ils ne sont pas accessibles pour nos habitants. Puisque dans ces réunions, puisque nous avons interrogé les fonctionnaires, à aucun moment les habitants de la commune ont pu participer. À aucun moment les commerçants ont pu participer. À Trium Régional, à Louise, la grande place UNESCO, Saint-Géry, mais il y a aussi la rue Brabant. Il y a aussi la chaussée d'Ac, il y a aussi la chaussée Gouin, il y a aussi la chaussée Gland, il y a aussi l'avenue, je dirais le boulevard Lemonnier ou l'avenue Stalingrad. Il y a aussi d'autres commerces, du petit commerce dont on peut aussi tenir compte, et tous les commerçants doivent être respectés. Et quand vous nous dites que je viens avec une idée, écoutez, nous avons déjà, avec le bureau d'études, travaillé sur la possibilité de faire du parking. Nous avons à ce moment-là rencontré M. Matmoussi, la commune à qui nous avons présenté le projet. Nous avons également présenté le projet à la commune de Woluwe-Saint-Lambert, une partie du territoire est là. Nous l'avons présenté au ministre-président et au ministre de la Mobilité de l'époque. Il est de l'intérêt communal et de l'intérêt régional qu'au moment où on vient avec un plan, qu'on se dise, tiens, la proposition qui a été faite par la commune de Saint-Josse, est-ce qu'elle est retenue? On a posé la question. N'étant pas retenue, nous l'avons intégrée dans la vie, en disant, bah, si elle n'est pas retenue, nous martelons notre demande de pouvoir faire un parking de dissuasion qui peut servir les intérêts de tout le monde, notamment wallon-bruxellois, mais aussi les usagers du sport et même des riverains. La deuxième intégration que nous faisons sur la prolongation du bus, c'est une demande de notre échevin des sports depuis des années et qui a été appuyée par d'autres habitants lors de la réunion publique. On n'en tient pas compte, il est normal que nous revenions avec ça. Si on veut éviter des déplacements pour nos clubs sportifs en voiture, mais prenez des solutions concrètes. On a demandé des concrètes. On ne les a pas entendus. Ne les entendant pas, nous avons décidé de les intégrer. Sur la zone 30, je peux évidemment respecter vos points de vue. Chacun peut avoir un point de vue sur la zone 30. Mais dire qu'on n'a pas fait un endroit, combien d'endroits on fait? On est modèle en la matière. Nous n'avons pas une approche basée sur la sanction, une approche répressive de la mobilité. Nous avons plus une approche positive de dialogue avec les habitants, d'explication des choses. Et c'est vrai que nous nous arc-boutons derrière les obstacles matériels. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit ici pendant combien de séances du conseil communal? D'abord la vie. Mais pour atteindre la vie, il faut des obstacles matériels. Mais quand on vient avec le Good Move, on nous dit le principe de généralisation de la zone 30 à l'ensemble de la région. Et où sont les moyens pour les communes? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas nous allons privilégier la création d'obstacles matériels? Par contre, on entend tout le temps la même phrase. On va mettre des radars. Et je les entends, on va mettre des radars. Ok, peut-être que certains vont y dissuader de mettre des radars. Mais vous savez, le meilleur moyen, c'est d'arrêter la voiture. Et pour arrêter la voiture, il faut des obstacles matériels. Et nous avons demandé que dans la vie, on tienne compte de ça. Et dans la précision, il était difficile pour nous, évidemment, d'aller dans la précision. Pourquoi? Notre compréhension des documents n'était pas simple. Et c'est pour ça que vendredi, nous avons interrogé la région. Et quand nous avons interrogé la région, on a compris qu'en fait, sur le territoire communal, il reste en réalité
deux passages où on peut aller à plus de 30 km/h. Ça veut dire que tout le reste, dans leur idée, hein, c'est un projet, hein, c'est pas une décision, dans leur idée, tout le reste doit être diminué. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 30 km/h, on va être partout. Partout. Mais on ne fera plus de différence entre la chaussée d'Acte et la rue Tibérien. On ne fera pas de différence entre la rue Méridien et la rue Traversière. Nous ne sommes pas d'accord. Ce que nous demandons, c'est de tenir compte de la spécificité de chaque commune. Nous ne sommes pas une commune de la deuxième couronne. La pression économique chez nous est très forte. On doit en tenir compte. On ne peut pas dire, tiens, je suis dans un quartier résidentiel d'une commune de la deuxième couronne, je fais quelques axes, on peut aller à plus de 30 km/h, et puis c'est fait. Chez nous, on a une pression. Demandez aux habitants à la rue Botanique, demandez les habitants de la rue Tibérien, demandez un peu à tous ces habitants. Ils auront plus de chapeaux, c'est notre inquiétude. Et donc, c'est vrai que la phrase est générale, mais à ce stade-ci, quand on a interrogé la région, ils sont généralistes, parce qu'ils ne veulent pas aller dans des solutions qui sont tout de suite maintenant. Ils disent oui, on va avoir des fiches sur lesquelles on va travailler. Et puis au niveau de la méthode de travail, la région, qu'est-ce qu'elle vous a dit comme information aujourd'hui? C'est un plan. Le budget, il n'y a pas de budget spécifique. C'est le budget de la région. Un MIA qui existe déjà dans toutes les cassettes. Voilà. C'est les informations qu'on a eues. Et deux, ils vont travailler avec les communes. Et on va faire avec les communes. On va travailler main dans la main avec les communes pour mettre en œuvre le plan régional de mobilité. C'est les informations que nous avons. À ce stade-ci, nous avons fait des réflexions de type général. Vous parlez des autres rangs. Mais nous avons aussi voulu déjà donner des solutions concrètes à la région pour qu'elle puisse les intégrer dans les plans qu'elle souhaiterait mettre en œuvre avec les communes et avec la nôtre en particulier. Donc je n'accepte pas l'idée que nos réflexions sont trop vagues, qu'elles ne sont pas claires, elles sont fait l'objet d'une réflexion importante au mois de juillet, août, septembre. On a eu une réunion citoyenne et nous nous tenons à nos points de vue. Merci, monsieur. Vous, si vous poursuivez, si vous voulez. Donc, en tout cas, sur la zone 30, je vous remercie, c'est un peu plus clair. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas opposé que la rue Traversière, la rue Thierry-Berguin, la rue Vonque, des rues comme ça, soient en zone 30. Ce qui vous préoccupe actuellement, c'est que la rue du Méridien, la chaussée d'Acte, je suppose une partie de la chaussée de Louvain, deviennent en zone 30. Parce que pour le reste, je ne vois pas quelles sont. Vous savez, on est une commune d'1 km², et il est facile d'identifier les rues ou les avenues qui devraient être à 50 de votre point de vue. Et donc, je dis simplement que si on envoie un message clair, on aura une réponse claire. Moi, en tout cas, ce que je propose, monsieur le bourgmestre, pour cette partie-là, zone 30, et j'entends vos préoccupations, c'est peut-être indiquer que les infrastructures routières adaptées à la réglementation zone 30 et les contrôles pour vérifier son application soient mis en place et financés par les autorités régionales. Si c'est ça votre préoccupation, je peux l'entendre. Ne mettez pas, vous avez l'habitude de faire ça, mais ça ne marche pas avec moi, vous le savez. Je sais encore ce que je dis, et je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise ce que je dois dire. Non, monsieur le bourgmestre, excusez-moi, quand le président vous donnera la parole, je vous la donnerai. Je suis possible. Donc là, je termine. Je dis simplement que pour qu'il n'y ait pas de confusion, je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, monsieur le bourgmestre. Je dis simplement que cette proposition, voilà, cette remarque me semble pertinente sur le financement et c'est quelque chose qu'on pourrait entendre. Le fait que les communes aient un soutien financier supplémentaire, s'il y a un coût supplémentaire pour la mise en place des zones 30. Ça, on l'entend bien évidemment. Et on dit que ça, c'est quelque chose qu'on soutiendrait. Je sais que ma collègue avait également demandé la parole, mais c'est au président de gérer. Alors, ce que je souhaiterais, monsieur Moussy, c'est que vous alliez jusqu'au final de l'ensemble de vos remarques. Vous avez terminé vos remarques? Sur la zone 30. Sur la zone 30. Est-ce que votre voisine souhaite intervenir également sur la zone 30? Comme ça, on cible là-dessus. Sur la zone 30, et puis sur la procédure d'abord, je voudrais que ce soit clarifié ici. Donc, on ne peut pas remettre un document en dernier moment aux conseillers communaux. Pourquoi? Parce que c'est la loi communale qui le dit tout simplement. Les documents doivent être disponibles pour les conseillers communaux 7 jours francs avant qu'on ait le conseil communal. Et donc, quand on veut pouvoir faire ce genre de choses, simplement on ne peut pas
remettre un nouveau document. Donc, je vous propose de ne pas regarder ce document-ci et de nous concentrer premièrement sur le document qui a été transmis au conseiller communal, tout simplement parce qu'on va appliquer la loi à Saint-Josse. Alors, la deuxième réflexion que j'avais, c'était par rapport à l'argumentation de M. Kir par rapport aux zones 30. Et je vous avoue que je suis peut-être complètement obtuse, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est que vous dites, on est dans la concertation avec les habitants et on ne veut pas être dans la répression. Et c'est pour ça que, pour faire en sorte de faire respecter la limitation de vitesse, on va mettre des obstacles. Donc, ça veut dire que par là, vous reconnaissez bien que la limitation de vitesse n'est pas respectée par les habitants et que du coup, en plus de ça, vous devez mettre des obstacles qui sont coûteux pour faire en sorte que les gens respectent en définitive la loi. En plus de tout cela, comme on en a déjà discuté, parce que j'ai fait une interpellation sur ce sujet en novembre 2018, vous parlez du fait que les zones 30 sont assez néfastes pour l'environnement, parce que les gens rouleraient en première dans les zones 30. Alors je sais que vous avez un chauffeur, monsieur Kir, peut-être que vous ne conduisez pas très souvent, mais à 30 km/h, on n'est plus en première dans la plupart des voitures, clairement. Deuxième chose, quand vous roulez à 30 km/h, vous réduisez vos émissions en termes de bruit. Et comme vous le savez, le bruit est une des nuisances. Vous rigolez, monsieur Kir? Alors peut-être que si vous aviez, comme c'est prévu par la loi, indiqué également le rapport sur les incidences environnementales sur lequel on doit également mettre un avis, peut-être que s'il faisait partie des documents annexés à la présente décision, peut-être que vous auriez pu lire là-dedans tout ce qui est écrit sur justement la question du bruit et de la réduction sensible du bruit dans le cas des zones 30 par rapport aux zones 50. Le bruit est une des nuisances principales à Bruxelles et la carte du bruit à Bruxelles fait en sorte que Saint-Josse est parmi les zones les plus touchées à Bruxelles par le bruit et notamment par le bruit de la circulation. Réduire les zones 50 à des zones 30 fait en sorte de réduire sensiblement le bruit pour les habitants. Et le bruit est une des causes principales du mal-être des gens dans la commune. Par ailleurs, réduire une zone de 50 à 30 km/h a un impact énorme en termes de sécurité pour les personnes qui se déplacent à pied, pour les personnes qui se déplacent à vélo. Donc en définitive, alors que ce que vous avancez comme argument simplement « je ne veux pas réduire une zone 30, je veux mettre des obstacles », vous niez l'ensemble de ces éléments qui sont évidents, qui sont repris dans l'ensemble des rapports et qui font en sorte d'augmenter la sécurité des gens et d'augmenter leur qualité de vie. Donc ce que je demanderais ici, c'est premièrement de bien vouloir considérer le rapport sur les incidences environnementales qui tient compte justement sur cette limitation de vitesse, notamment de la question du bruit, de manière tout à fait prédominante. C'est un des principaux avantages de la réduction à la zone 30 et surtout de rapport qui a trait à la sécurité des personnes. Si vous réduisez la vitesse de 50 km/h à 30 km/h, vous augmentez sensiblement la sécurité et les chances de survie des personnes qui ont des accidents. On sait que sur Saint-Josse, ces derniers mois, ces dernières années, sur Scarbeck, sur la chaussée de Louvain, on a connu des accidents et des accidents mortels. Le fait de pouvoir éviter ces accidents mortels par le fait de réduire la vitesse est quelque chose qui est absolument indispensable à Bruxelles. Je vous remercie sur ce point particulier. Je vous remercie d'intervenir. Très brièvement, pour ne pas prolonger les échanges, donc, j'ai expliqué la méthode, le conseil communal et souverain, en faisant une proposition avec 3 paragraphes supplémentaires. Libre à vous de les accepter ou non. Tout à l'heure, une de vos collègues a fait une proposition de supprimer un article. On a bien fait. Le conseil communal est souverain et la tutelle est derrière pour vérifier nos actes et nos travaux. Je ne vais pas ici revenir et répéter tous nos arguments, mais je pense que l'impact de conduire à 30 km/h et de faire tourner pendant 1 heure pour trouver une place de parking des voitures dans nos quartiers, ce n'est pas important pour certains. Et quand on écoute les habitants vendredi, ils en ont marre de voir des gens qui tournent tout le temps dans les quartiers en voiture. Ça produit quand même quelque chose quand on tourne dans les quartiers. Ce qu'on essaye ici de préconiser, c'est des solutions pragmatiques. Je ne vous demande pas de partager mon avis. De toute façon, sur les Dodanes, depuis le départ, on n'avait pas soutenu cette idée. C'est la zone 30, la zone 30. Vous savez, la zone 30 n'a d'effet que si elle est accompagnée de mesures. Mais ici, on ne les voit pas. Ici, on ne les voit pas. Parce qu'on décrète la zone 30. Et puis, on dit on va mettre des radars. Vous savez, moi, je ne suis pas favorable aux radars.
c'est vrai. Moi, je veux qu'il y ait des contrôles, mais pas de manière systématique, régulière. Mais vous voulez voir la criminalisation des automobilistes systématiquement? Mais n'est-il pas mieux, dans notre démocratie locale, dans notre cité, de mieux aménager pour éviter, et je vais vous donner un exemple de ce qui nous démarque. C'est la chaussée de Louvain. Ils ont fait un aménagement honnête. Depuis le départ, on a demandé des bordures et des potelets. Toujours pas moyen de les avoir. Parce que vendredi, le conseiller nous a dit, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. On dit, mais monsieur, c'est une rue en pente, allez voir un peu sur le terrain. Ne comparez pas la zone 30 de Boisfort d'une partie d'Ixelles avec celle de Saint-Josse. Nous avons une pression automobile considérable. On ne peut pas voir les choses de la même manière. On doit à un moment donné imaginer que les gens puissent entrer et sortir de cette ville. Moi, je ne veux pas demain qu'on n'ait plus que 2 axes. Et puis tout le reste des voitures tournent dans les petites rues. C'est pour ça que dans notre avis, on dit qu'on veut connaître les incidents sur les voiries locales. Pourquoi? Mais on voit bien l'idée, etc. De dire qu'il n'y a plus que la chaussée de Louvain. Chaussée de Louvain pour entrer et sortir. Et encore une rue du côté dans le bas. Tout le reste en 30. Mais en 30, alors qu'on est étouffé par le problème de parking. Étouffé par le problème de parking. Demandez aux habitants qui étaient présents vendredi. La rue Botanique. Mais ce n'est pas 30 km à l'heure, ils sont à 12 km à l'heure tous les jours, tous les soirs. 12 km à l'heure. Pourquoi? Mais parce qu'on ne permet plus aux gens d'entrer et de sortir. Parce qu'on n'a pas de parking de dissuasion. Parce qu'on n'a pas de parking pour nos habitants. Tout est dans tout. Et c'est pour ça que dans notre avis, on est venu de manière pointueuse à essayer de trouver des solutions. Quand on demande à la région depuis des années des budgets pour créer des parkings souterrains pour les places qui ont été supprimées en voirie, est-ce que vous nous soutenez sur là-dessus? Oui, mais Vous nous soutenez là-dessus? Eh bien, je vous remercie. Mais rien, pas un mot dans le good move, pas un budget, 0 budget, il n'y a rien. Donc, c'est pas du oui. Good move, c'est pas du good move. Il n'y a pas de move. Monsieur Boussine, est-ce que vous pouvez avancer? Merci, donc j'avais encore une réflexion par rapport à ça. Je voudrais savoir alors pourquoi on ne nous a pas fourni l'avis de l'administration, parce que vous avez dit que l'avis, donc je voudrais savoir pourquoi on ne nous a pas fourni l'avis de l'administration. C'était une de mes questions, donc vous avez dit l'administration a travaillé sur ce sujet, et d'habitude, quand on a un dossier, il est complet, et donc on a l'avis de l'administration aussi sur lequel se base l'avis du collège. Donc je souhaiterais que nous soit fourni l'avis de l'administration. La deuxième chose, c'est que je vois que dans la décision de 2017 prise par le collège, il était en faveur d'extension des zones 30. Et donc, je voudrais savoir ce qui aurait éventuellement changé à ce moment-là. Par ailleurs, on rappelle dans cette décision de 2017 qu'il y avait un Grenelle de la mobilité dont on n'a plus jamais entendu parler. Et donc, je voudrais savoir aussi ce qu'il est advenu. Dans quelle mesure il va s'inscrire ici. Et enfin, je dois vous dire, monsieur le bourgmestre, je ne comprends absolument pas le lien que vous faites entre les zones 30 et le fait que les gens ne trouvent pas de place de parking. Je vous remercie de m'avoir souhaité intervenir là-dessus. Non, monsieur Moussine, allez-y. Donc, le point suivant donc, portait sur le stationnement, justement, monsieur le bourgmestre. Demander la mise en place d'une étude d'incidence sur les voiries locales, y compris sur l'impact sur la sécurité et l'environnement en raison du risque de report de trafic sur les voiries locales. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, monsieur le bourgmestre, que sur ce point-là, au niveau sécurité, on a tous les chiffres. On sait très bien qu'une voiture qui percute quelqu'un à 30 km/h ou à 50 km/h, ce n'est pas les mêmes blessures qu'à la personne qui est percutée. Je peux vous dire que quand vous voyez les accidents, excusez-moi monsieur le bourgmestre, rue du Méridien, il y en a eu quelques-uns, eh bien on préfère que les voitures roulent à 30 qu'à 50. Et donc, j'entends sur la sécurité, vous dites que vous voulez une étude sur la sécurité, mais elles existent. Et si vous allez sur le site de VIA, vous verrez qu'elles existent. Et puis, la deuxième chose, c'est que ce qui m'inquiète, monsieur le bourgmestre, c'est que si nous restons la seule commune à 50 km/h,
le risque n'est-il pas que nous devenions une espèce de goulot où toutes les voitures de Bruxelles-Ville et de Schaerbeek qui ne peuvent plus rouler à 30 km/h se disent, tiens, il y a une autoroute entre les deux qu'on pourrait suivre. Donc moi, je trouve ça assez inquiétant. Mais ça, voilà, c'est sur la limitation. Maintenant, vous avez un point, c'est refuser la suppression de places de stationnement en voirie. Alors, je dis simplement, on pourrait être d'accord avec vous, mais quand on voit la chaussée de Louvain, rue du Moulin, vous avez supprimé toute une série de places de parking. Vous savez, monsieur le bourgmestre, que dire ça, eh bien, parfois, ce n'est pas possible. Nous serons amenés dans le futur à supprimer dans certaines rues des places de parking parce que les trottoirs sont étroits. Et au moment où on finance la rénovation des trottoirs et des rues, on se retrouve dans une situation où on est quasiment obligé de supprimer ces places de parking. Or, à Saint-Josse, on dispose d'un parking énorme, de près de 520 places. Ça fait des années, monsieur le bourgmestre, que vous nous dites que vous voulez faire soit, je ne sais pas, vous avez eu tellement de projets qui coûtaient 10 millions, 15 millions, des bowling, enfin, on ne sait plus. On se dit, aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion d'être d'accord là-dessus. Pour nous, écologistes, effectivement, nous avons la conviction qu'au fur et à mesure, dans les années qui viennent, en raison de rénovation ou bien de sécurisation près de certaines écoles, des aménagements particuliers, des places vont disparaître. Ça, c'est inéluctable. Et dire le contraire aux citoyens, c'est mentir. Et donc, nous, ce qu'on proposerait, c'est de dire que la région doit nous soutenir effectivement pour la rénovation de ce parking, mais que ce parking, ce soit un parking à destination de la population. C'est-à-dire que les 520 places qui sont disponibles dans ce parking, eh bien, qu'on en prévoit à peu près 300, 350 à destination des habitants, que 200 soient réservés pour les commerçants et les gens qui viennent effectivement à Saint-Josse. Et l'accessibilité de ces 300 places, eh bien, c'est comme un peu étendre ce qui est mis à disposition du citoyen tenaudois et qu'en contrepartie, en surface, on diminue le nombre de places. Mais on va le faire, on le sait, et qu'on le planifie. Et qu'à partir du moment où il y a un contrat entre nous et la région, où on s'engage à aller dans le sens de Good Move, qui est effectivement la diminution d'un certain nombre de places de parking, en échange, on demande un financement pour la rénovation de notre parking Skelka. Et donc ça, c'est une proposition qu'on met sur la table, plutôt que de se contenter de parler encore une fois de manière générale. Moi, je dis, eh bien, ayons un contrat avec la région. C'est notre proposition sur le stationnement. Si je remarque sur ce point, je vous en prie, monsieur Moussi, poursuivez. Donc, j'en tire comme conclusion que vous ne voulez pas que la région finance la rénovation de ce parking pour mettre plus de 520 places à la disposition et des commerçants et des citoyens. Je n'en prends acte. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. C'est sur ce point, madame. C'est sur ce point, oui, effectivement. Allez-y. Quand on dit qu'il n'y a aucune information par rapport à la sécurité et que rien n'est repris dans le document, c'est inexact parce qu'en réalité, il y a aussi un rapport d'incidence du plan Good Move, ce rapport d'incidence qui fait plus de 500 pages et qui contient, lui, toutes les informations nécessaires et qui, normalement, devrait être annexé à Good Move et sur lequel, normalement, la commune devrait également émettre ses commentaires. Merci. Intervention là-dessus, monsieur Moussi, poursuivez. Alors, il y a un point qui est prévoir une réelle alternative de mobilité interrégionale à la voiture et cesser de faire porter les poids de changement d'habitude en matière de mobilité uniquement sur les Bruxellois, sans tenir compte des flux de déplacement des non-Bruxellois entrant ou sortant de la région quotidiennement. Donc là, je dois avouer que je ne comprends pas. Je ne sais pas quelle est la demande précise de la commune. Est-ce que c'est développer le RER, alors qu'on le dise clairement? On dit, voilà, les gouvernements successifs n'ont pas mis les moyens pour développer le RER, puisque c'est interrégional, ou bien ce sont des infrastructures routières que vous voudriez développer, comme veut le faire le gouvernement flamand, par exemple, en élargissant le ring, permettre à plus de gens de venir. Mais je dois vous avouer qu'en lisant ce passage, je me suis dit, je ne vois pas ce que propose le bourgmestre, ce que propose le collège, et j'aurais souhaité avoir une clarification.
Moret sur ce point. C'est dans la suite. Dans la suite, on voit de manière plus précise ce que l'on propose pour atteindre cet objectif. Prévoir une réelle alternative de mobilité interrégionale à la voiture et cesser de faire porter le poids des changements d'habitude en matière de mobilité uniquement sur les Bruxellois. On a dit que 2 tiers des déplacements se font par les Bruxellois, 1 tiers par des non-Bruxellois. Et on fait une proposition enfin de documents, des parkings de dissuasion, la billetterie identique pour tout le monde, et encore et encore. Un élément aussi qui contribue à la sécurité de nos concitoyens. Au moment où on demande de ralentir la vitesse, on peut faire la même demande vis-à-vis de l'ASTIP, et nous on le dit. On le dit parce que quand l'ASTIP vient sur nos territoires, elle ne souhaite pas mettre des obstacles matériels parce qu'elle peut aller avec ce qu'elle appelait avant les bases commerciales, et on l'a écrit aussi. Donc on fait des demandes pour les uns pour les autres, mais pour revenir sur la question de l'interrégional, je n'ai pas vu les pistes, si vous les avez vues dans le groupe, nous les avons pas vues, nous avons posé les questions, et voyant que ce n'était pas prévu, nous avons fait des propositions. Écoutez, nous, ce qu'on a lu sur ce niveau, c'est vraiment le développement des transports en commun. Je pense que plus il y aura de transports en commun, un réseau efficace, et plus sans doute les nafteurs, avec un RER, eh bien, ils auront la possibilité de le faire et mettre des parkings de dissuasion peut-être à l'extérieur de Bruxelles, au niveau des gares en Wallonie et en Flandre. Mais voilà, ça c'est une autre vision. Alors le point suivant, c'est mettre en place une étude sur l'impact socio-économique d'une mesure telle que la sortie des moteurs thermiques et prévoir des mesures d'accompagnement financier. Donc, je pense que vous avez raison. De temps en temps, l'accompagnement social ne se fait pas. Mais je voyais que dans le good move, il mettait la cohésion sociale, socio-spatiale est un enjeu régional. La région développe et met en place des outils nécessaires à l'évaluation de l'incidence des projets de mobilité sur les inégalités sociales. Vous avez raison, là, on peut constater sur le niveau social, en tout cas c'est mon impression, il y a beaucoup de constats, peu de moyens mis en œuvre. Et donc là, je trouvais qu'on peut abonder dans votre sens. Alors maintenant, privilégier la sécurité routière à la sacro-sainte amélioration de la vitesse commerciale des transports publics, et selon l'adage que rien ne sert de courir, mais qu'il suffit de partir à temps. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il faut que les bus partent plus tôt. Ma question, monsieur le bourgmestre, c'est que est-ce que vous connaissez la vitesse commerciale des bus à Bruxelles? Monsieur le bourgmestre? C'est ça ma question. Monsieur le Président, c'est lui qui dirige ici. Je pose des questions et quand moi je prends la parole une fois. Monsieur le bourgmestre, je vous propose de fonctionner de la façon suivante. Oui, eh bien, non, mais c'était parce que c'est de la rhétorique. C'est de la rhétorique, bien entendu. Et donc, il y a un silence juste après. Tout à fait. Je vous invite à poursuivre. Eh bien, vous l'avez compris. Eh bien, c'est 16 km/h, monsieur le bourgmestre. Et la tendance a diminué. C'est-à-dire que ce que vous souhaitez se fait simplement parce qu'il y a de plus en plus d'embouteillages. Et donc, peut-être que si la demande, c'est que la vitesse, et je suis d'accord avec vous, vitesse commerciale, c'est peut-être pas le bon terme. Non, mais je comprends que vitesse commerciale a un côté où on tient compte juste du commerce, mais c'est pas vitesse commerciale, c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. C'est permettre aux citoyens d'arriver d'un endroit à un autre le plus rapidement possible. C'est ça l'idée. Et donc, je dis simplement, aujourd'hui, fais-je une remarque pour dire… Terminer sur ce point. Oui, sur ce point. D'accord. Mais aujourd'hui, que la commune de Saint-Josse demande que la vitesse des bus, la vitesse moyenne des bus, qui est seulement de 16 km/h, soit encore moindre, je pense que c'est un mauvais message. Après, le volet sur la formation des conducteurs, sur la question de sécurité, ça je l'entends, améliorer la sécurité, la formation et tout. Mais dire que la vitesse soit moindre, je trouve que c'est un message qui sera difficilement audible par la région. Et donc, je souhaiterais qu'on retire ce passage. Non, merci. Nous avons un point de vue divergent, c'est pas le premier, ni le dernier à mon sens. Nous avons eu des réunions régulières avec la STIP. La STIP n'a pas comme priorité la sécurité routière. Je vais vous donner 2 exemples sur le territoire de la commune.
nous avons demandé qu'on ralentisse la vitesse sur le passage Rubra et l'autre Square Monsteuse. Sur le deuxième, la STIP devait tenir compte des demandes de la commune d'aménager des dos d'âne. Elle ne l'a jamais fait. Elle n'a jamais voulu installer des dos d'âne. Et à la Rubra, elle a remis un avis négatif sur notre demande d'installer des dos d'âne. On l'a fait sur fonds propres. Les deux côtés, nous l'avons fait sur fonds propres. Nous savons très bien ce que nous disons ici. Ce que nous disons ici, c'est que c'est bien aussi de rappeler à la STIP que la vitesse, elle doit passer en deux. La priorité, c'est la sécurité. Je ne suis pas au Durgel évolué. Nous ne sommes pas au Durgel évolué. On a des petites voies. Et la STIP doit aussi comprendre. Et c'est pour ça que dans la note de manière transversale, on dit spécificité de chaque commune, spécificité de chaque quartier, spécificité de chaque lieu. Merci, je vous invite à poursuivre. Mais écoutez, je l'entends, et en tout cas sur la question de la sécurité, je vous le dis, on partage votre point de vue. Par contre, je trouve que opposer la vitesse commerciale et la sécurité, c'est pas pertinent. Je pense qu'on doit rencontrer la vitesse commerciale et ce que m'écrit ma collègue, je n'arrive pas à le lire, mais je dirais simplement qu'on peut rencontrer les deux. Et je trouve qu'il faut vraiment être attentif aussi au fait que si on veut que les gens prennent les transports en commun, ceux-ci doivent être efficaces. Et la vitesse de ces transports, c'est un élément que le citoyen, et je pense aussi le citoyen tenaudois, si vous avez posé la question au citoyen tenaudois, ils ne vous ont pas dit on veut des bus lents. Donc voilà. Alors, le point suivant porte, excusez-moi, voilà, excusez-moi, monsieur le président, une petite erreur de manipulation. Veiller à ce que l'ensemble des transports publics collaborent davantage. Nous avons dans ce sens. Nous avions même proposé d'aller plus loin, puisqu'à une époque, le groupe Écolore à la région avait proposé une espèce de carte multitransport que vous pouviez utiliser sur tous les transports en commun, le train compris, mais aussi vélo, comme bio. Donc cette réflexion, nous trouvons qu'elle est bonne, mais qu'on devrait peut-être l'élargir. Donc voilà, je trouve en tout cas que là, il y a des choses intéressantes. Sur la confidentialité des informations et la sécurité des données personnelles, on abonde, on est intervenu souvent, monsieur le bourgmestre, lorsque vous étiez secrétaire d'État avec la mise en place de la carte mobile sur la question de la confidentialité des données. Donc, c'est quelque chose qu'on a à cœur et donc on va dans ce sens-là. Garantir l'autonomie communale dans la conception des projets sur l'espace public, car seules les autorités les plus proches du terrain et des citoyens connaissent les spécificités locales. Moi, je pense qu'il faut de la concertation, il faut de la collaboration. On a vu des cas où, je prends l'exemple du croisement rue Verte, rue Saint-François, rue de la Prairie, ce carrefour a été fait de manière tout à fait autonome par la commune. Et on sait combien ça a coûté et comment c'était mal conçu. Donc, je trouve qu'il ne faut pas jeter la pierre sur l'un et sur l'autre. Nous, on aurait préféré voir plutôt de la concertation. Alors là, maintenant, on en arrive, excusez-moi, monsieur le bourgmestre, aux points qui ont été rajoutés après. Alors, ce que je vous propose, c'est que peut-être que la personne qui a mis les points, au fur et à mesure, qu'il y a un vote point par point, parce qu'il y a un changement du texte. Là, on est soit on vote sur le texte qui nous a été communiqué au début, mais là, on rentre sur, monsieur le président, quelle procédure vous allez mettre en place. Le vote de l'ensemble des amendements ont été ajoutés en une fois. Souhaitez-vous, mais si c'est ça la proposition, je vous propose. Alors, je ne... Mais écoutez, on va continuer. On dit simplement que, très honnêtement, vous travaillez, monsieur le bourgmestre, sur ces points depuis des mois. Très honnêtement, moi je suis assez amusé parce que vous me dites, je prends l'exemple de demander le prolongement de la ligne de bus afin de rendre le stade Georges Auchet accessible pour le transport en commun et les familles tenaudoises. Ça, c'est un débat qu'on a eu ici, monsieur le bourgmestre, quand on a remis l'avis à la STIP sur les nouvelles lignes. Il y a eu tout un débat.
et c'était une des propositions, effectivement, qui fédérait le conseil communal. Donc, me dire que c'est suite au débat avec les habitants que vous avez entendu ça et que vous le mettez aujourd'hui en urgence, dites que vous aviez oublié et que ça vous est revenu à l'esprit, j'ai pas de souci. Mais c'est quelque chose dont on a longuement discuté, monsieur le bourgmestre. Voilà. Donc, la prise en mieux réguler et encadrer les alternatives à la mobilité confiées à des opérateurs privés de mobilité partagée. Moi, je pense que cette régulation, effectivement, elle est nécessaire. Je pense que les trottinettes sont effectivement source à la fois d'accidents lorsqu'on n'a pas de casque. Elles sont source de problèmes lorsqu'elles sont sur le trottoir. Vous étiez engagé, monsieur le bourgmestre, à faire un règlement. Je vois que d'autres communes l'ont fait. Donc là, il y a une autonomie communale. Il est regrettable que vous ne l'ayez pas utilisée, mais soit. Et je pense qu'effectivement, il faut soutenir les options publiques. Et là, on est tout à fait d'accord qu'ils sont accessibles à tous les citoyens. Je pense qu'un modèle comme Vilo, même si ce n'est pas le modèle idéal, parce que c'est une concession qui s'appuie sur la publicité, voilà, ça peut faire débat, mais c'est le genre de projet qui est plus intéressant que je ne termine pas, qui supprime quand il veut des stations et qui élimine des communes sans concertation. C'est un vrai problème et effectivement, la région doit s'emparer du problème. S'opposer à la création d'un magistral piétonnier, Rogier, Progrès, Brabant, je dois vous avouer, on n'a pas vraiment discuté avec les commerçants. Nous, on a envie de dire, s'il y a un projet intéressant, s'il y a une concertation avec les commerçants, si on évite de faire comme ça, juste parce que vous parliez de l'autonomie communale, mais vous voyez, sous le tunnel, c'était quoi? Main Street, ça c'était un projet de la majorité qui l'avait fait. Je veux dire, voilà, à un moment, j'ai envie de dire, la commune peut aussi se tromper. Et donc, de mon point de vue, ce qu'il faut faire, c'est un vrai travail de concertation avec la région, avec les acteurs commerciaux. Et donc là-dessus, voilà, d'assurer une véritable concertation avec les commerçants, un véritable poumon économique de la région. Oui, monsieur le bourgmestre, oui, bien évidemment. Et lorsqu'on vous demande de mettre sur pied un conseil consultatif des commerçants pour qu'ils aient un lieu qui soit un lieu où ils peuvent s'exprimer, vous refusez, monsieur le bourgmestre, vous refusez. J'ai déposé une motion sur cette question-là. Et donc, il y a un moment, vous parlez de concertation et qu'on veut créer des lieux parce que c'était la disparition de l'Atrium de Saint-Josse qui nous semblait une grande perte, eh bien là, malheureusement, vous ne faites rien. Et là, à nouveau, il y a une autonomie locale, il y a la possibilité de le faire et vous demandez à la région de le faire. Et donc moi, je dis non, n'attendons pas la région, créons ce lieu. Demander le prolongement de la ligne de bus, comme je vous l'ai dit, c'était une demande que nous avions formulée dans le passé à la STIB. Bien, le refaire, je trouve que c'est une bonne idée. Et s'assurer effectivement à un moment, lorsqu'il y a des concertations, du suivi. Et puis soutenir le projet de la commune Saint-Josse de créer un parking sous le stade communal. Eh bien, je dois vous avouer, monsieur le bourgmestre, lorsque vous dites que c'est un projet de la commune de Saint-Josse, on n'était pas au courant. Honnêtement, on n'était pas au courant. Et donc, sur ce point bien précis, puisque c'est un point que vous rajoutez aujourd'hui, on voudrait avoir des explications et savoir à quel moment vous avez eu cette idée. Vous me dites que vous avez eu des contacts avec la commune des Verts, avec M. Vervoort, avec la région. Je voudrais vous dire, est-ce que des documents ont été envoyés ou ça s'est encore fait de manière orale? Mais s'il y a des documents, nous souhaitons les avoir. Deux, est-ce qu'une étude sur l'incidence? Parce qu'excusez-moi, moi je suis allé dans ce quartier. Lorsqu'on va dans ce quartier, on se rend bien compte que les voitures, elles vont passer par où? Donc l'impact d'incidence. Donc on voudrait vraiment, parce que réellement pour nous, un parking de dissuasion, il doit être éloigné du centre-ville. Et je dois vous avouer que le cœur des Verts, c'est déjà le cœur de la région bruxelloise. Et donc, un parking de dissuasion au centre d'une ville, comme je le disais, c'est un concept intéressant, mais on voudrait vous entendre un peu plus sur ce sujet parce que là, on a un vrai problème. Sur les éléments, de manière générale, Monsieur le Président, je ne vais pas pouvoir évidemment répondre à chaque réflexion, mais dire quand même que si nous avons fait ces rajouts, c'est parce que nous avons d'abord posé des questions en espérant que ces demandes étaient intégrées. Elles n'étaient pas intégrées, donc nous avons décidé de les rajouter. Et parmi celles-ci, effectivement, le projet d'un éventuel parking en dessous du futur stade communal. En fait, le bureau d'études a fait un projet qui a été approuvé par la région au niveau de l'exemplarité, au niveau de l'économie d'énergie, l'accès pour les personnes à
ce cadre-là, on fait une salle omnisport, on fait un tout nouveau stade pour le football. Et puis, il y a la possibilité pour les usagers, pour peut-être quelques riverains, mais surtout pour les nappeurs aussi, de pouvoir utiliser le parking. Ce projet est très coûteux. Très coûteux parce que c'est quand même un projet considérable. Nous avons déposé, je dirais dans un premier temps, nous comptons déposer le permis pour le stade. Mais si nous avons un accord de la région, nous introduisons en complément, évidemment, la demande de pouvoir construire le parking de manière souterraine. Nous avons eu des contacts informels, parce qu'avant de déposer le dossier, il était normal que nous démarchions les deux entités locales, sur tous les aspects, y compris l'aspect de création d'un parking. Et à chaque fois, l'accueil était très favorable. À la région aussi, nous avons eu des contacts informels, où l'accueil était très favorable, puisque nous sommes sur une autoroute, en fait. Vraiment sur une autoroute. Et l'implantation du stade se fait à l'extrémité du terrain qui nous appartient. Et donc, l'entrée et la sortie peut se faire sans avoir des impacts importants sur le quartier. Alors, le quartier est un quartier essentiellement industriel, de zoning. Vous avez en face de nous, là-bas, un concessionnaire automobile, à 300 mètres, une grande surface, une école à côté. Donc, nous ne sommes pas dans un quartier résidentiel, nous sommes dans un quartier de résidence. Et alors, l'avantage, évidemment, du projet, c'est évidemment de répondre aux besoins des clubs sportifs, c'est évident, mais c'est aussi de régler le problème de voisinage que nous avons avec les Verts, avec notamment la rue Georges Lombard, où les gens ont accès. Dans le projet, l'accès au stade ne se fait que par l'avenue des communautés. Et donc, le projet, évidemment, encore plus de valeur ajoutée s'il y a un parking pour les usagers, qu'ils soient les usagers du sport ou les nappeurs. Alors, nous avons fait la proposition. C'est vrai qu'à ce stade, les discussions, c'était de dire comment faire une desserte de bus qui pouvait faire arriver d'un transport public. Puis on a rappelé que notre demande historique qui était approuvée par le Conseil d'avoir la prolongation de la ligne du bus jusque-là. Alors, un gouvernement est sorti, un nouveau est arrivé, le plan Good Move est en discussion, c'était l'occasion de le rappeler, nous le faisons ici. Je vous remercie. Juste une petite clarification, parce que quand vous dites un accueil favorable de la région de manière informelle, alors ça signifie que vous avez eu des contacts avec le bourgmestre, enfin, avec le ministre-président pour la région et le bourgmestre faisant fonction pour Evert. Quels sont ces contacts? Parce qu'à un moment, si c'est un contact informel, j'aimerais quand même une clarification sur ce que vous entendez par contact informel. On a eu je dirais, des contacts avec l'administration régionale, le cabinet du ministre-président, le cabinet du ministre de la Mobilité, à titre informel, puisque nous ne sommes pas dans un dossier qui est ficelé et qui a été introduit. Mais comme il s'agit de grands projets, il est d'intérêt général, il était normal qu'on prenne des contacts informels. J'ai moi-même rencontré en plus d'eux Olivier Margan, à qui nous avons fait une présentation complète du projet. Nous avons aussi eu des contacts avec la municipalité des Verts, là, le bourgmestre faisant fonction à changer. Bien, je vous remercie. Non, je clôturerai simplement. Oui, vraiment, c'est une clôture. Monsieur le bourgmestre, vous savez, moi, je pense qu'à un moment, il faut un peu de méthodologie lorsqu'on envoie des remarques à la région. Je pense que c'est important. Lorsqu'on voit les remarques que vous avez envoyées en mai 2017 sur les autres orientations stratégiques en vue de l'avis demandé dans le cadre du PNR, donc de ce qui est Good Move aujourd'hui, eh bien, je peux vous garantir que ce que vous demandez aujourd'hui, sur pas mal de points, est à l'opposé parfois. Vous encouragez dans cette note que vous envoyez à la région d'étendre les zones 30. Aujourd'hui, vous êtes réticent et à aucun moment en 2017, vous n'avez dit tout ce que vous avez dit là. Et donc, pour moi, je trouve qu'il y a un souci parce que l'administration, et c'est de mon point de vue un manque de respect pour l'administration régionale. L'administration régionale décide de faire un travail de concertation avec les communes. Elle demande vraiment en amont, en 2017, des avis. Et 2 ans plus tard, vous tapez du poing sur la table en disant « ça ne va pas, il y a plein de choses qui n'ont pas été intégrées, mais c'est des choses que vous n'avez jamais demandées en 2017. » Alors, je ne comprends pas, monsieur le bourgmestre,
C'était la même majorité, PS-CDH. Effectivement, il y a eu les élections communales. Ça reste exactement la même majorité. Si la majorité avait changé, j'aurais compris. Mais en l'occurrence, elle n'a pas changé. Et donc, pardon, excusez-moi, PS, SPA, CDH. C'est en pensant à M. Smet que je me dis SPA. Et donc, je me dis, il y a un problème de méthodologie. Et donc, s'il vous plaît, essayez d'avoir un minimum de suivi ou de mémoire. Je vous remercie pour vos réponses. Pas d'intervention, je vous remercie. Est-ce que je dois considérer que vous vous abstenez sur ce dossier? La motivation, si vous voulez bien. La motivation, elle sera double. La première, c'est le refus de la majorité d'intégrer une série de propositions que nous avions faites, le refus de supprimer des passages problématiques sur la question de la zone 30, on verra et d'autres, et plus particulièrement le parking, qui de notre point de vue pose un souci. Oui, et le fait que le rapport sur les incidences environnementales ne figurait pas, ne nous ont pas été fournis. Et puis aussi, mais ça c'est uniquement sur la forme et c'est anecdotique, mais on ne se serait pas abstenu pour ça, mais on souhaite rappeler quand même que sur des dossiers aussi importants, mettre les documents au dernier moment sur la table des conseillers communaux, c'est pas la meilleure manière de travailler. Et là, Monsieur le Président, c'est à vous que je m'adresse. Je vous remercie. Nous passons au point suivant. Nous sommes au 11 de l'avis. J'avance sur ce point encore, et ensuite je prends la pause si vous le voulez. Le 11, l'avis sur le projet de plan directeur d'aménagement sur rue de la Loi. Oui, nous ne sommes pas, je dirais, les premiers concernés, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers communaux, par ce projet d'aménagement directeur du quartier Loin. Mais malgré tout, évidemment, nous pourrions avoir des impacts de cette programmation. Nous remettons un avis favorable sur le projet de plan d'aménagement directeur loi sous réserve d'un certain nombre de remarques qui ont été faites. Je ne vais pas y revenir, je renvoie au texte si vous voulez dire. Monsieur le maire, une question. Alors, merci. Sur ce dossier, il y a des points intéressants dans les remarques de l'administration. Je pense notamment aux eaux qui pourraient venir complètement pourrir les fondations des bâtiments en contrebas si jamais les sous-sols venaient à être trop perturbés par des parkings. Mais justement, un point qui n'est peut-être pas assez présent, c'est justement que cette densification notoire qui est prévue du bâti entraînera une forte circulation. On parle quand même d'un nombre déjà de places de parking autour de ce projet et donc de véhicules. Donc ça, peut-être faudrait-il renforcer l'avis de la commune pour assurer une bonne prise en compte de cette augmentation de trafic. Et un autre problème, on parle de construction en hauteur. On sait que ces constructions peuvent avoir un effet délétère sur l'accès à la lumière. Ce genre de grandes tours peuvent privatiser finalement la lumière du soleil, d'autant plus vu la position des bâtiments concernés par rapport à notre commune qui est dans l'axe de circulation du soleil, puisque le soleil passe par là dans sa course tous les jours et donc pourrait provoquer de fortes ombres portées dans les jardins et les habitations qui sont en contrebas. Et donc, sur ce point-là, on souhaiterait que la commune peut-être renforce là aussi son propos de manière à ce que quand même on ne prive pas des quartiers densément peuplés de lumière, surtout avec des tours qui visent plus de 150 mètres, si ma mémoire est bonne, au vu des documents. Enfin, un point peut-être plus anecdotique, mais on sait que la base légale du précédent plan pour ce quartier a été cassée par le Conseil d'État. Et donc, on se posait la question aussi de savoir si finalement le projet qui nous est présenté ici a encore des fondements légaux suffisamment certains. Mais ça, évidemment, ce n'est peut-être pas du ressort de la commune directement. Enfin, si vous avez des informations, elles sont toujours bonnes à prendre. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Je n'ai pas d'informations en plus de celles que vous allez publier dans la presse probablement comme moi. Donc, il y a une instabilité dans le dossier, mais le dossier est en cours. La région ne nous a pas envoyé un courrier officiellement pour demander le retrait du dossier. Donc, nous devons remettre un avis. J'ai été très
attentif à vos propos et c'est vrai que par rapport au manque d'ensoleillement, le fait que tout un quartier risque à terme d'être dans l'ombre, on pourrait effectivement faire une phrase, peut-être pendant la pause, Monsieur le Président, peut-être faire une phrase en expliquant qu'il faut veiller à éviter que ce plan directeur permette l'émergence de nouvelles tours qui risquent de mettre dans l'ombre des habitants et faire un ensoleillement naturel. Et donc, on pourrait faire une petite phrase de ce style en disant que nous attirons l'attention de la région à cet égard. Merci. Voilà, je vois déjà le cabinet qui a entendu. On va faire un petit tiré supplémentaire qui traite du problème d'ensoleillement en demandant qu'on évite de faire perdre l'éclairage naturel aux habitants de la commune. Voilà, je vous propose de revenir, si vous voulez bien, sur le point 11, avec une petite formulation proposée par vous, et sur le point 6, que nous adopterons plus tard. C'est la pause, merci. Un quart d'heure, on devra finir ces travaux à 10h15, si vous le souhaitez.